Et nous sommes le 8 février à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré aller dans le sud-ouest, chez moi. Je ne comprendrai jamais d'ailleurs pourquoi les haters d'Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, BeReal, Twitch, Gmail, parce que oui, des fois j'ai des haters par mail, et même Duolingo d'ailleurs, s'ils pouvaient m'écrire là-bas, s'entêtent à toujours vouloir me traiter de parisienne. Même si j'ai détesté qu'il fasse mauvais temps dans le sud-ouest. Pas parce que le ciel était blanc, non, parce que dans le midi, on trouve toujours à s'occuper entre Aligot, ville fortifiée, tout ça, c'était pas un problème, donc non. J'ai plutôt détesté en revanche que ces normales saisonnières puissent donner raison au plateau éructant de Pascal Praud, où vocifèrent des experts en vide, que le réchauffement climatique est une farce, que dis-je, un complot des wokos, islamo, bobo, gauchos. Je ne comprends pas d'ailleurs comment moi je ne peux avoir que 24 heures dans une journée, quand d'autres gens qui vivent sur la même planète ont le temps d'inventer des mots. Donc il y a 2 jours, un 6 février, il faisait pourtant 24 degrés à Perpignan. Le climato-scepticisme et l'inaction tuent, et si pas encore, ils nous tueront. Je n'ai pas découvert grand-chose cette semaine, mais qui découvre vraiment des choses en février? J'ai toujours l'impression que ce mois n'existe pas vraiment. En revanche, j'ai écouté en boucle Miley Cyrus chanter Flowers et rafler tous les gros lots aux Grammys. Queen, son ex lui a fait les 400 coups, elle en a fait un tube, et un clip dans la maison même où il l'a trompée en boucle. Je me souviens de la Saint-Valentin l'an passé avec toutes mes copines de Bruxelles, à remettre ça en boucle, dans un de nos cafés préférés de Saint-Gilles dont on avait piraté la baffle, et on criait qu'on s'en tapait, qu'on était bien entre nous et qu'on n'avait plus besoin de personne. Moi, contrairement à Miley Cyrus, c'est pas en chanson, même si on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais c'est plutôt en mème que je réponds à mes ex à moi. Et oui, désolé, je vais poursuivre cette intro sur des références à eux, mais c'était ça ou les violences sexuelles, donc écoutez, je pense que c'est quand même plus doux pour commencer une émission. Donc je fais des millions de vues sur leurs bêtises, parce qu'ils n'ont jamais manqué de verve. J'ai un ex qui m'a dit un jour où il m'a fait tourner en bourrique puis pleurer que si je continuais à travailler comme ça, je ne pourrais jamais aimer quelqu'un correctement, ou qu'il faudrait peut-être songer à renoncer, donc renoncer à mes engagements féministes, hein. Mais bon, c'était un allié, donc ça va. Et un autre ex, oui, j'en ai beaucoup, m'a dit un jour, où je n'en voulais pas trop, donc de lui, il m'a annoncé que de toute façon, je ne serais toujours, en raison de ma toute relative notoriété, qu'un trophée pour les hommes. Donc une récompense qu'on n'aimerait jamais pour ce qu'elle est et dont on se lasserait. Et d'ailleurs, je dis ex, mais c'était surtout de longues écouteuses situationships, parce que j'ai passé des années à vouloir être une meuf cool qui se prend pas la tête. J'osais pas dire ce que je pensais, ce que je voulais, ce que je méritais. Parce que j'avais peur de finir seule. Tout comme j'ai toujours eu peur de ne pas être assez jolie, assez fine, assez jeune, assez calme, assez bonne, assez conforme. Parce que finir seule, c'est bien le châtiment qui attend celle qui en exige trop, pas vrai? Pourquoi on doit toujours choisir entre être libre et être heureuse? Est-ce que renoncer pour calmer les choses ne nous brise pas un peu plus au final? Comment trancher? Et est-ce qu'on peut rationnellement choisir de trancher? Ou cela finit par s'imposer à nous? Et certains ont trop de flammes à la fin pour pouvoir se résigner, même si la vie faite de combats les tue. Est-il souhaitable de lutter tout le temps, jusqu'au détail le plus infime de nos intimités? Où est le bon choix? Est-ce que l'équilibre existe? Et comment faire comprendre ces dilemmes invisibles aux hommes alliés? Est-ce nécessaire pour faire couple ou pour faire famille, et même pour faire société? Faut-il se taire? Je sais qu'il y a dans cette interrogation une question de court ou de long terme, mais est-ce qu'on survit en combattant ou en évitant et esquivant les tempêtes du mieux qu'on peut en faisant le dos rond? Pour répondre à ces questions qui mériteraient une nuit et bien plus, et non pas 2 heures de discussion, j'ai autour de moi des femmes qui savent très bien de quoi on parle. Andrea Bescon, réalisatrice et militante féministe bien connue d'Instagram pour ses posts en noir. Andrea, tu as co-signé très récemment, c'est sorti cette semaine, la série Nudes sur Amazon Prime, sur le consentement et le digital. Alice Pfeiffer, journaliste franco-britannique, alors New York Times, Guardian, Vogue, Le Monde, Antidote, Nylon, et autrice des essais Le goût du moche et Je ne suis pas parisienne. J'ai aussi Thaïs Clapiche, consultante en images et stratégie, et surtout cofondatrice à 17 ans de l'association Safe Place, qui organise des conférences mensuelles à la Montgolfière et intervient dans les écoles pour qu'enfin les choses avancent. Alice et moi, enfin, chanteuse, dont la dualité est assumée dans le nom. Tu produis aussi et tu réalises même tes clips. Et ton premier EP Filme-moi sort en 2017. Et ton dernier album Photographie est sorti en novembre 2023.
Je suis très contente de vous réunir autour de la table. Est-ce que tout le monde va bien ? Très bien. Oui, très bien. Donc nous allons parler ce soir de toute cette espèce de dilemme finalement féministe. Et on le rappelle, féminisme, ce n'est pas un gros mot. C'est la volonté que les femmes et les hommes soient égaux, non seulement en droit, donc dans les lois, mais également dans les faits. Parce que quand on ne peut toujours pas rentrer chez soi en sécurité, c'est que le sexisme n'a pas été aboli. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça. Et pour parler de ce dilemme féministe ce soir, donc entre ce qu'on sait finalement que doit être une société où nos droits sont complets, où il n'y a plus de diktats, plus de stéréotypes, et finalement parfois la résignation, en fait on n'a pas envie de se battre au quotidien. Je suis très bien entourée, donc je vous redis qui sont mes invités ce soir. Thaïs Clapiche, Alice Seffer, Alice et moi, et Andrea Bescon. Et on va commencer avec un sujet assez évident finalement, c'est presque le plus évident, c'est la question du physique. J'avais une discussion très intéressante il n'y a pas si longtemps avec les filles de Safe Place, donc dont Thaïs Clapiche autour de la table fait partie, sur le fait que finalement on sait en tant que femme et en tant que féministe qu'en fait on a le droit de se laisser vieillir, on a le droit de se laisser grossir, on a le droit de ne pas se maquiller et tout. Oui, mais voilà, il y a des moments où en fait on sait que la société a quand même imposé des normes jusque dans nos yeux et on a parfois envie de s'y conformer parce que c'est juste plus simple plutôt que de prendre des réflexions sur le fait qu'on ne sait pas dépiler ou qu'on se laisse aller. Qui a envie de prendre la parole sur cette question finalement, sur l'injonction à l'élégance, à être sexy et la façon dont on essaie de s'en détacher, mais c'est pas toujours facile. Andrea. Vas-y. Non, mais ça m'interpelle beaucoup cette question puisque j'ai la sensation quand même que l'endroit juste, c'est d'être fondamentalement bien dans sa peau. Et bien sûr, il y a tous ces diktats. Et en même temps, tu vois, moi j'ai 44 ans, j'ai eu 2 enfants et tout. Et bien sûr, à un endroit, tu te dis, ah tiens, je perds de ma fraîcheur. Tu vois, ce truc... évident, t'as moins de joues, t'as moins, tu vois, moins ci, moins ça, plus 2. Tu maigris d'un seul coup, au contraire, tu grossis. Bon, moi, j'ai fait pas mal le yo-yo. Et quand j'ai commencé à sentir que ma peau, tu vois, mon visage, ça m'interpellait vachement d'être marqué, ça me faisait chier, en fait. Et ça m'a fait énormément de bien, et non pas pour le regard de l'autre, mais le propre regard que je portais sur moi, de faire du soin. Me donner du soin d'abord. J'ai pris du temps pour moi, ce que je ne faisais jamais. Et de prendre soin de ma peau, de prendre soin d'apprendre à bien me maquiller, à mettre en valeur ce que je considère moi comme mes atouts et encore une fois pas les autres. Moi, le regard que je porte sur moi le matin quand je me regarde dans le miroir et que je commence à prendre soin de moi. Et honnêtement, j'ai eu la sensation de me réconcilier totalement avec ces injonctions, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on va penser, aujourd'hui, je te dis ça, aujourd'hui je pense avoir acquis cette maturité-là, mais il y a quelques années, je ne t'aurais pas dit la même chose, mais... Je m'en suis détachée absolument, quoi. Et mon but ultime, c'est de me sentir bien dans mes pompes. Point. Que je fasse demain des injections, que j'en fasse pas, que je me teigne les cheveux ou pas. Juste d'être bien avec moi-même, avec l'image que je dégage, mais pour moi, en fait. Le regard de l'autre, au final, ça va. J'arrive maintenant à vivre avec. Il y a quelque temps, quand j'avais beaucoup maigri, je voyais les regards très inquiets. Mais t'as décollé, t'as maigri, ça craint quoi, juste. En fait, je m'étais même pas posé la question avant que tu le dises. Mais c'est hyper marrant en plus de parler d'amaigrissement parce que j'ai très souvent entendu des amis autour de moi qui avaient maigri pour des mauvaises raisons, entre guillemets, que ce soit des dépressions, voilà, des deuils, enfin des moments de la vie d'agitation profonde et qui se retrouvaient à être félicités là-dessus. Ouais, comme si en fait tout ce qui importait c'était le résultat. Est-ce que la personne va bien, c'est pas une priorité tant qu'elle correspond à des standards de beauté. Et moi, c'est marrant parce que quand j'ai entendu le sujet, le dilemme féministe, en fait, je me suis dit, c'est marrant, mais en fait, je pense que Safe Place est né du dilemme féministe, en fait. Et nous, à l'époque, on avait du coup entre 16 et 17 ans, on va dire, on était 4 jeunes filles. Et on venait aussi de la mode. Moi, je travaillais aussi dans la mode à côté, donc on faisait de la photo, on était vraiment très basé en tout cas sur notre image et on gagnait notre vie comme ça et on était connus comme ça, on va dire. Donc quand il y a eu la transition et je pense qu'il y a eu cette idée de se dire mais est-ce qu'on pourrait pas parler de ces sujets qui sont super importants
mais et aussi se maquiller et aussi... En fait, on savait même pas à l'époque que c'était possible d'avoir les deux. C'est-à-dire que c'était juste avant, je pense, MeToo aussi. Ouais, c'est en 2017. La parole n'était pas aussi libérée. Nous, on était jeunes, donc on avait aussi une méconnaissance totale. C'est-à-dire que c'est quand même très drôle. On a créé un média féministe tout en se disant pas nous-mêmes féministes. Donc c'est quand même assez rigolo de savoir ça. Safe Place, juste pour le contexte, si je me souviens bien, c'était initialement voué à récolter des témoignages. Ouais. L'idée c'était de se dire en fait en tant que jeune quand il nous arrive des agressions sexistes, sexuelles ou autres, on n'a pas d'endroit où parler. C'est-à-dire on se disait les institutions elles nous écoutent pas, on n'a pas envie d'en parler à nos parents et en fait on n'a même pas envie d'en parler à nos amis. Parce que on sait que les agressions souvent ça se passe aussi dans des milieux qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît de manière générale. Donc en fait c'est compliqué d'en parler autour de nous. Et donc c'est né de ça. En fait, on a eu des centaines de témoignages, mais nous, on n'était pas du tout armés en fait pour recevoir ces témoignages-là. Et en fait, on s'est rendu compte de l'ampleur du problème en recevant tous ces témoignages-là. On a lancé la plateforme, mais du coup, ça a été une sorte de hasard qui n'en était pas un parce qu'on avait vécu nous-mêmes des agressions sexistes et sexuelles parce qu'on était 4 jeunes filles en fait. Mais voilà, c'est vraiment né aussi de cette idée de on a envie de changer l'image de ce que c'est une association, l'image des féministes, c'est de se dire ok on peut faire peut-être c'est marrant parce que notre première vidéo YouTube, je me souviens très bien, je montre la vidéo pour la première fois à mon père, le montage final, et je me dis peut-être qu'il aura des feedbacks vu qu'il est réalisateur, etc. Et je lui montre cette vidéo là et c'est vrai que le teaser au début c'était nous qui sommes en train de nous mettre du rouge à lèvres, etc. Et je l'ai regardé il y a pas longtemps et mon père il me dit mais attends, vous parlez après d'agression, etc. Il y a un peu une sorte de dissonance, peut-être qu'il n'aimerait pas que je raconte ça, mais c'était vrai qu'à l'époque c'était hyper choquant en fait. Et moi je me souviens, c'était pas du tout un truc engagé de notre part, c'était on venait de là, on était là, on veut faire un truc beau et cool et stylé qu'on peut poster sur Instagram. Mais c'est assez marrant qu'à cette époque-là, sans le savoir, vous étiez servi de ce qu'on appelle en fait le beauty privilège, puisque vous étiez des meufs dans le vent, vous étiez adoubées à 15 ans par des magazines comme Vogue, etc., donc au sein du Gucci Gang. Et il y a ce truc où en fait vous êtes servi de votre image de jolie fille cool et très jeune, ce qui est extrêmement valorisé en France pour des raisons qui sont assez malsaines, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans l'actualité ces jours-ci. Et du coup, vous êtes servi en fait de cette image super cool et de ce côté très girly aussi pour porter cette parole. Donc en fait, c'est assez intéressant. Je pense qu'on en était consciente et en même temps pas vraiment. Et on s'est dit, ok, on a une plateforme. Ça, on était consciente qu'on avait une plateforme et que les gens nous écoutaient, qu'on avait accès à une certaine audience, etc., qui n'était pas forcément sensibilisée. Donc ça, on le savait. Mais par contre, c'est vrai qu'on se disait pas on va faire ça et ça va être en fait super féministe, etc. C'était aussi l'idée de dépoussiérer l'image de la féministe que nous on avait, qu'en fait maintenant on se rend compte que c'est pas forcément réel, mais on se disait c'est des filles vieilles avec des poils qui détestent les hommes. Nous on avait vraiment cette idée un peu c'est un cliché qui reste encore, qui existe complètement truc de la féministe aigrie, tu vois. Non, on se retrouve souvent à se justifier, à dire je suis féministe, mais j'ai une vie sexuelle, j'aime les gars, je ne suis pas misandre. Bien sûr. Il y a tous ces clichés-là encore, même physiques, autour de la féministe. Complètement, mais c'est vrai que du coup c'est très compliqué parce que nous, je sais que maintenant, il y a aussi une déconstruction. Nous, on a grandi avec cette association et moi, du coup, j'ai plus du tout la même idée du féminisme et mes idées sont plus du tout pareilles et beaucoup plus matures, on va dire. Et parfois, il y a des gens qui me disent non, mais chez Safe Place, c'est vrai que ça a l'air ouvert, vous n'êtes pas en mode je la t'en sais rien. Et c'est vrai qu'on est super ouverte et j'ai envie de garder cette identité-là qu'on avait au début, qui nous permet de toucher des publics qui ne sont pas forcément sensibilisés de base, parce que c'est cool de se parler entre gens d'accord, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Exactement. Donc nous, on a vraiment cette idée-là d'ouvrir. Mais par contre, c'est vrai que parfois, je me dis, est-ce que c'est pas à double tranchant? Parce que parfois, on a envie aussi d'être radical, et on l'est d'ailleurs. Et je pense qu'on peut avoir une radicalité qui est mélangée aussi à une sorte de douceur, et que les deux peuvent aussi marcher ensemble, quoi. Puis il y a tout ce dilemme et tout ce paradoxe aussi entre la douceur dont on sait qu'elle fait plus facilement passer les messages, malheureusement, puisque sinon on refuse catégoriquement de nous écouter, et la radicalité qu'on a profondément envie d'embrasser parce qu'en fait on vit des choses au quotidien qui font que. Et le fait de grandir avec cette
Enfin, parce que du coup, tu es passée d'adolescente à femme avec cette association aussi. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé des choses dans le rapport à ton corps et dans le rapport ou dans la façon dont tu veux te présenter au monde? J'en sais rien, que ce soit sur le maquillage, sur les poils, etc. Je pense que, bizarrement, on a été même harcelés très rapidement parce que quand tu as de l'exposition très jeune, on nous a traités de tous les noms. On a eu un bad buzz sur Twitter, je me souviens, très très jeune. Donc il y a eu des réflexions sur mon corps, etc. Mais bizarrement, je crois qu'on était un peu dans une sorte de bulle entre filles et qu'en fait, on n'a pas trop compris l'ampleur des insultes en fait, qu'on recevait. Donc j'ai pas un souvenir d'être vraiment profondément touchée par ça. Vous vous souteniez beaucoup entre vous. Bizarrement, oui. En fait, on s'en rendait pas compte, mais je crois qu'on était assez libérés. Je pense qu'on est moi, j'ai 23 ans aujourd'hui, et c'est vrai que je pense qu'on était cette nouvelle génération. On a eu la chance d'avoir quand même un peu des modèles. Et c'était quand même valorisé. On était un groupe de filles, c'était très valorisé, ce qui est quand même assez rare. Donc, il y avait vraiment une sorte de sororité, sans qu'on mette le mot dessus. Donc, il y avait ça. Et du coup, je pense que ça a été. Et en même temps, je remarque typiquement, tu vois, sur mon Instagram, j'ai du mal à changer ma ligne éditoriale, on va dire, où parfois on me dit, mais t'as beaucoup de photos à poil sur ton Insta, etc. Et je suis très sexualisée, on va dire, dessus. Et les gens me disent, mais attends, mais quand on te connaît dans la vraie vie, t'es pas du tout comme ça. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à, tu vois, à changer tu peux être les deux, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, je peux être numérique. Pour moi, tu peux tout à fait prendre joie à dire, je choisis activement de m'auto-objectifier, ça me fait plaisir, c'est pour mon regard. C'est cette joie-là de se voir en bonne ou en mauvaise féministe, elle peut exister sur, en plus, une multitude de plateformes. Tu peux effectivement être en schlag un jour, en bimbo le lendemain, et c'est dans quelles conditions est-ce que tu le fais? Je pense que c'est tout à fait OK. Moi, je sais que les identités femmes des milieux lesbiens m'ont beaucoup appris parce que c'est le choix du consciemment féminin, du féminin théâtralisé, en fait. C'est de se dire, je sais pas si vous avez vu le film Bound. Non. Et c'est une butch et une femme. Et la femme a tout le pouvoir, c'est merveilleux. Et, mais elle est tout ce temps-là, elle choisit activement de s'identifier à quelque chose de passif et ne l'est donc plus. Donc si moi, je décide que mon costume de libération, c'est m'habiller en Catwoman, pourquoi pas? Et je pense pas qu'il y a un bon vêtement de féministe versus un mauvais vêtement. Et on l'a vu dans le film Barbie. Tout le monde se demandait à quoi... Est-ce que le Barbie est féministe? Moi, je me dis, à quoi ressemble une féministe? Est-ce que tu peux ressembler à Greta Gerwig et être féministe? Je pense que oui. Il y a plein d'autres questions qui se posent, hein, mais la question de la mise en scène du corps, je pense qu'elle est complètement libre. Je pense que t'as raison, mais il y a quand même cette idée-là, et je pense que le Instagram, on sait que c'est aussi pour performer. Il y a toute une idée de faire des likes et de tout ça qui, en fait, de base, qui est pas forcément compatible, on va dire, avec être féministe ou être anticapitaliste de manière générale. Mais du coup, je suis d'accord qu'il y a cette idée de... En fait, je sais pas, moi, il y a un peu ce truc de... Bon, ça y est, je suis déjà sur cette plateforme-là qui, en fait, fait plein de trucs que moi, j'approuve pas du tout. Du coup, je vais jouer le jeu sur cette plateforme-là, je sais pas. Et en même temps, quand je vais être dans un milieu associatif, je vais avoir une autre personnalité, entre guillemets, parce que c'est pas fait pour de la performance, c'est fait pour autre chose. Mais justement, sur cette question de la mise en scène du corps physique, comme toi, ce que tu racontes, Thaïs, sur Instagram, je me tourne vers Alice, qui est à ma droite. Donc, Alice et moi. Toi, tu es chanteuse. Et on sait que l'industrie de la musique, il y a beaucoup d'artistes musicaux qui dénoncent le fait qu'on veut les transformer parfois en influenceurs, parce que c'est comme ça maintenant qu'on vend un produit, le produit étant la musique. Comment est-ce qu'on vit le fait de devoir exposer son corps? Et quel est le rapport que toi, du coup, tu entretiens à ça pour pouvoir finalement faire entendre son art, qui est de la musique, alors qu'on va pas forcément autant le demander à des chanteurs? C'est intéressant par rapport à tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, c'est que moi, j'ai eu un chemin presque peut-être inverse que le fait de, par exemple, aujourd'hui se faire des soins et aimer ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper stressée par le fait d'être belle. Quand j'avais 13 ans déjà, je pouvais pas aller à une soirée si j'étais pas vraiment trop belle, quoi. Enfin, c'était le truc le plus important, c'était que je sois belle. Et c'était quoi belle alors? Je sais pas, pour moi c'était très difficile parce qu'en plus je suis pas très douée pour ça, genre avoir les beaux ongles, les beaux cheveux, j'ai jamais su faire, donc en fait c'était un calvaire total. Alors j'étais toujours, ça dépassait, j'arrivais pas à être belle et c'était toujours une source d'angoisse. Et quand j'ai commencé la musique, mon angoisse elle a décuplé, du genre mais mon Dieu, il faut que je sois encore plus belle parce qu'il va y avoir des photos et des vidéos et on va parler de moi. Et ça a été le cas parce que dans des interviews on m'a traché de pas être assez belle.
C'est vrai. Ouais, j'avais eu une vidéo qui avait fait un buzz, enfin peut-être un bad buzz, je sais pas, où tout le monde disait « Ah, je pensais pas qu'Alice et moi ressemblaient à ça ». Ça fait toujours plaisir. Et parce que j'étais très... je suis souvent stressée en interview. Et j'étais bien stressée, et je transpirais. Bon, bref, c'était pas le meilleur moment de mon... T'es un être physique. humain, quoi. Voilà. Et je m'étais fait vachement trasher sur ça aussi. Et en fait, pour vaincre ça, moi, j'ai essayé d'apprendre à me déconstruire sur ça, justement. Et à me dire, il faut que j'accepte que là, je serai jamais parfaite, ou en tout cas, je rentrerai pas dans tous les idéaux de beauté de la femme qu'on a, et que moi, je projette dans ma tête depuis que je suis jeune. Et du coup, il faut que j'essaye de m'en foutre, en fait, et d'être moins dans le perfectionnisme de la beauté, tu vois. Et donc, par exemple, même aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Et ça, avant, ça aurait été impossible. Enfin, il fallait que je sois maquillée, apprêtée. Et je me suis dit, mais justement, apprends à lâcher prise. Apprends même à pas faire tes cheveux, à pas faire tes ongles. J'ai arrêté d'essayer. Et ça me fait du bien aussi d'être dans cette attitude-là aussi, de plus me dire que ce qui est important, c'est ce qui va être dit et ce qui va être transmis, et les émotions, et pas que le physique. Face aux meufs pas féministes, est-ce qu'on doit être soror ? Comment trancher ce dilemme ? Parce que la sororité, on en entend parler. J'ai vu encore récemment une interview d'une activiste féministe que j'aime énormément, qui disait que la sororité doit être inconditionnelle. Moi, j'étais pas forcément d'accord avec ça. Et j'aimerais en fait qu'on en discute, parce que c'est un sujet sur lequel tout le monde a un peu son avis. Et voilà, j'aimerais le vôtre. Écoute, il y a un truc qui me percute. Il y a le 8 mars 2023, j'ai eu un débat sur C'est ce soir. Il y avait Marlène Schiappa. Oui. Bon, on parle de féminicide, de violence conjugale, notamment de féminicide, et je la vois déblatérer toute sa démagogie, parce qu'on peut vraiment employer ce terme, et ne pas connaître les chiffres. Donc je brandis les chiffres, les uns après les autres, je reste très calme, je suis vraiment posée. Et à force de mensonges, je dis non, madame, non, là, vous avez tort, c'est tel chiffre, etc. Et à un moment, elle s'énerve, elle dit, ouais, la sororité. Je dis, mais il n'y a pas de sororité avec vous, madame, je ne peux pas. Et elle me dit, mais vous pensez quoi, que je ne connais pas, moi, les chiffres et tout. Je dis, ben non, je ne pense pas, parce que d'abord, vous dites les mauvais chiffres, et derrière, vous venez juste faire la promo de votre livre, en fait, à votre position, à votre poste en tant que ministre. Honnêtement, moi, avec le fléau qu'il y a, si j'avais votre place, je ne serais pas venue vendre un livre ce soir, quoi. Elle a pété les plombs, elle a commencé à hurler. L'émission s'est terminée un peu comme ça, bizarrement. Et bien, étrangement, quand j'ai appelé quand même ensuite la démission, en appelant un petit peu toutes les féministes autour de moi et tout, on m'a dit, ouais, mais Andrea, tu sais quand même, t'as été vachement dure à son égard. Et honnêtement, c'est t'as presque favorisé le cyberharcèlement qu'elle pourrait recevoir et subir. Et j'étais là, je suis quoi ? Je dis, mais on peut pas non plus être dans une sororité aveugle de t'es une femme, donc je te soutiens. Il y a des femmes qui sont totalement colonisées par le patriarcat, totalement colonisées aussi par la notion de pouvoir, et de pouvoir même écraser les autres femmes pour y arriver. C'est la figure de la girl boss aussi. Oui, il faut quand même une conscience de ça. Je pense que la sororité, elle est importante, fondamentale, mais après, pouvoir s'exprimer avec argument et douceur sur quelqu'un qui, à mon sens, n'est pas féministe, ok, mais la sororité peut avoir des limites à ces endroits. Et comment est-ce qu'on va, du coup, selon vous, récupérer en fait ces femmes et les convaincre que le féminisme va aussi en leur faveur, et que ça peut aussi les aider, et que malheureusement, même se montrer parfois misogyne devant les hommes ne fera pas d'elle une personne exemptée de subir le sexisme. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise fille, une mauvaise femme, une femme qui se comporte pas bien et qui serait pas digne de sororité? Est-ce que ce serait faire un choix capitaliste? Ce serait aller dans le sens du patriarcat? C'est la question que je pose. Parce que l'histoire est faite effectivement de femmes qui pas extraordinaires, hein, que ce soit Margaret Thatcher, que ce soit, on peut pas faire la liste des femmes qui ont traversé le gouvernement français, mais effectivement, c'est pas, ça se porte garant de rien du tout. On n'a pas du tout la science infuse, parce qu'on est... Et ce serait limite essentialisant de dire, puisque je suis une fille, puisque Absolument. Je suis une fille, je suis donc sympa. C'est limite féministe de dire, tu as tout à fait le droit d'être une ordure comme une autre, en fait. Oui. Après, je pense que, par exemple, une femme même d'extrême droite
qui attaquait. On l'avait vu à un moment, Marion Maréchal Le Pen alors c'était pas des deep nudes, mais en gros il y avait eu des espèces de montages sous-entendant qu'elle était dans des films porno et tout. Là, moi, je trouve que comme c'est une attaque misogyne, on n'a pas à donner du grain à moudre à ça. Par contre, si elle attaquait sur son racisme, on n'a pas à la défendre. Oui, ça veut pas dire qu'elle peut donc se faire agresser sexuellement ou se prendre ça absolument. Exactement. Il y a quand même une sécurité de base qui est absolument pour toutes les personnes. Donc, c'est pas open bar, du coup, pour se venger sur une fille qui serait d'extrême droite. Tout à fait. Et puis moi je pense que en tant que féministe, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'essayer de ne pas être misogyne en fait. C'est le seul. Pour moi, il y a par exemple une différence, j'entends souvent ça, même encore aujourd'hui, une fille qui va sortir avec un garçon et il va y avoir une autre fille qui va avoir cette histoire avec le gars de la fille et d'un coup, tu vas entendre des insultes fusées en fait à l'égard de cette autre fille qui n'a rien demandé, qui n'avait pas fait de contrat dans ce couple-là. Oui. Et ça, je trouve que ça arrive très souvent et même de la part de personnes féministes. Pour moi, ça, c'est pas OK. Là, dans ce cas-là, je pense qu'on doit avoir un minimum de sororité et c'est de pas avoir des insultes qui viennent en fait d'un fond misogyne. Après là, dans le cadre, moi j'avais vu cet extrait de l'émission et ça m'avait vraiment profondément choquée de sa part, pas la tienne que j'avais trouvé. D'ailleurs, moi j'ai pas du tout trouvé que. Je pense que c'est aussi une personne politique et qu'elle doit se confronter à ça. Et là, pour moi, c'est pas la dernière à faire des coups bas à tout le monde aussi. Et puis il y avait pas un fond de misogynie dans ce que tu disais. Ultra respectueuse en vrai. Donc pour moi, c'est très différent de se dire en fait, voilà, qu'est-ce qui vient de la misogynie et qu'est-ce qui est juste en fait un échange et on a le droit d'avoir un débat, on a le droit de ne pas être d'accord avec des femmes. Et pour moi, c'est très différent en fait ces deux choses-là. Et c'est pour ça on met de la sororité partout. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette injonction en tant que féministe de se dire on doit être copine avec toutes les femmes maintenant. Non, en fait, moi, il y a des personnes, je les aime pas, que ce soit des mecs ou des filles. Et en fait, je suis pas obligée d'être pote avec toutes les filles de France en fait, tu vois. Donc et pas toutes les féministes d'ailleurs. Et parfois c'est pas. Et il faut juste pas que ce soit basé sur le fait que c'est une femme. Exactement. Et sur des propos ou des pensées misogynes qui sont intégrées en moi, voilà, le qui peuvent arriver reste parfois. Toujours le même, quoi. Oui, c'est ça, en fait, tu peux l'autre. Oui, tu peux ne pas aimer quelqu'un, par contre, si une insulte misogyne qui fuse sur la personne, tu vas pas souscrire à ça et en rajouter une couche. Absolument. Mais justement, du coup, je demande à mes invités à chaque fois de choisir des musiques. Alice, toi, tu m'avais dit n'importe quelle musique de Dolly Parton. Ah oui. Et j'ai sélectionné Jolene parce que j'avais envie qu'on parle justement de la rivalité féminine et finalement enfin, jusqu'où ça peut aller et comment réagir et comment adopter des bonnes pratiques en fait vis-à-vis de ça, parce qu'évidemment c'est naturel, mais comment pouvoir s'affranchir en fait de ça. Dolly Parton est rivale de... C'est ma héroïne. Elle était rivale de qui? De Cher, il me semble? Ou elle était plutôt copine? Non, mais c'est par rapport à la chanson même, où en fait, t'as cette fille qui implore Jolene, qui est si belle, qui est truc, de lui laisser son homme, comme si Jolene, c'était la tentatrice ultime. Et on le voit, par exemple, il y a souvent des cas qui sont commentés, même chez les stars, de briseuses de couple, etc. En fait, non, la personne qui brise le couple, c'est la personne qui décide de partir avec quelqu'un d'autre. Dans quel monde, déjà, il y aurait une fille versus une autre, qu'on serait sur la sellette en permanence, qu'une personne ou une vision ou une source ou un objet de désir serait capable d'éradiquer la personne devant nous? C'est quand même que le couple est un tout petit peu fragile. Mais et surtout, qui serait donc cet homme qui a aucune agentivité, qui ne peut rien y faire, c'est devant lui, ça s'est imposé à lui, il n'est que victime de ses désirs. Soit il est victime de ton décolleté. Donc à un moment, c'est de se dire, bon, il y a une fille, si c'est pas cette fille, ce sera une autre, mais qu'est-ce que ça raconte sur le mec, sur toi qui devrait toutes ces qualités que tu dois avoir une fois, tu devrais être structurante, nourricière, à la fois objet insaisissable, objet de mystère, objet accompli. C'est que des oxymores qui font que je pense, c'est très étrange. L'homme hétérosexuel a fait d'ailleurs l'objet d'un essai de Léana Lestra qui s'appelle Les hommes hétérosexuels existent-ils vraiment? Elles disent que dans le désir masculin, il y a un fond qui est misogyne parce que c'est à la fois une femme qu'il veut aimer, désirer, et à la fois qu'il méprise et qu'il veut contrôler. Oui, donc il ne l'aime pas tant que ça. Et s'il aime, il ne la désire plus. Oui, ils aiment pour les autres, en fait. Oui, et en fait, elle dit la grosse romance, c'est une bromance. C'est avec son petit pote. Et il dit que c'est effectivement paradoxal. Cette femme que tu méprises, mais que tu veux tellement, elle n'est pas totalement humaine à tes yeux. Je voulais juste petite anecdote. C'est vrai que nous aujourd'hui on faisait des interventions à la vie sexuelle affective dans un collège
Et c'est vrai qu'il y a toujours les mêmes choses qui ressortent. Et il y a plein de choses qui ont changé. Franchement, ils connaissent toutes les lettres de LGBTQIA+. Ils savent ce que ça veut dire le consentement. Bon, pas forcément l'appliquer, mais voilà, déjà, on sent qu'il y a quand même des bases que moi, j'avais pas forcément. Aujourd'hui, j'avais des 5e, par exemple. J'avais pas forcément ces bases-là en 5e. Mais par contre, c'est vrai que souvent on demande les insultes. Et ce qui ressort en premier en général, c'est pick me. Donc c'est justement la fille qui cherche l'attention des hommes, etc. Absolument. La deuxième insulte qui sort le plus, c'est BDH, donc bandeuse d'hommes. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Et là, j'en ai entendu une autre aujourd'hui, c'était posa posa, qui voulait dire à peu près la même, si j'ai bien compris. Ils m'ont expliqué, il faudrait que je googlise ça. Mais, et c'est toujours ce cliché-là. Et c'est marrant parce que, par contre, on leur dit, OK, est-ce que vous connaissez le mot charreau, par exemple, que nous c'était beaucoup employé. C'était pas forcément vu comme négatif. Cet homme qui allait séduire plein de femmes. Et maintenant, t'as aussi la BDG, donc le bandeur, pardon, de Gadji ou de Go, peu importe, ça dépend des endroits. Et c'est... Et ça va être quand même cet homme qui cherche aussi l'attention des femmes, etc. Et c'est assez négatif maintenant. Donc un mec féministe peut être traité de BDG, par exemple ? Exactement. Et c'est marrant parce que nous, dans notre inconscient, c'était quand même beaucoup les hommes qui trompaient, etc. Et là, on se rend compte que eux, c'est la femme va les tromper, la femme est vicieuse. On a des exemples dans les classes, mais très très jeunes, de vraiment, en fait, là, il y a un petit qui nous disait, si jamais la femme, elle sait que son mari va rentrer à 20h, et à midi, elle va inviter un autre homme pour la mettre à l'envers. Enfin, c'est vraiment cette idée que... Il y a une guerre, quoi. Qu'il y a une sorte de guerre et que voilà, les femmes sont vraiment vicieuses, malicieuses. Et ça, c'est vrai ça existait déjà, mais c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est assez nouveau. Qui est pas rassurant non plus, mais c'est vrai que la figure clichés, de la tentatrice alors. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui l'a fait ressurgir, je me demande? Parce que c'était très présent dans les années 90, dans le cinéma des années 90, la tentatrice. Ça c'est hyper Basic Instinct, hein. C'est drôle que ce soit revenu. Et je me demande est-ce que c'est le culte de la famille Kardashian qui sont vus comme des espèces de michetots, qui se prennent toutes les insultes classistes et sexistes, de dragueuses qui auraient vendu leur sextape. Je me demande s'il n'y a pas, qu'est-ce qui a fait ressurgir? Est-ce que c'est pas ce clan-là, peut-être, qui a mis des images sursexualisées de c'est peut-être ça. Puis je pense que c'est aussi ce qu'ils ont vu de MeToo. Il y a une sorte de paranoïa de se dire, en fait, les femmes sont en train de se mettre contre nous. Ce qu'on entend aussi par des hommes plus âgés, d'ailleurs. Beaucoup d'hommes plus âgés. Hashtag not all men, c'est pas les jeunes. Hein. Mais ça revient, on l'entend beaucoup quand même chez les jeunes. Ouais. Et c'est quelque chose quand même c'est une sorte de paranoïa de se dire, OK, en fait... elles sont en train de s'empouvoirer et elles sont en train de préparer un coup, en fait. Et 37% se sentent en danger. C'est le Haut Conseil à l'égalité. 37% des âmes se sentent mises en danger par le féminisme. C'est hyper bien. C'est un enjeu hyper intéressant sur lequel je vais revenir avec mes invités sur cette question du dilemme féministe entre l'indignation constante et l'envie juste de calme. Thaïs Clapiche, Alice Pfeiffer, Alice et moi et Andrea Bescon. Est-ce que ça vous arrive de vous taire par flemme du débat en fait au quotidien, alors que vous auriez juste envie de hurler? Andrea? Moi, écoute, pas mal, surtout ces derniers temps, enfin cette fin d'année avec l'affaire Depardieu. Oui. Bon, comme je m'exprime tous les matins sur mes posts noirs, sur Insta, etc., et que je connais les personnes qui ont témoigné, donc je leur apporte un soutien concret, direct. C'est une des premières fois où j'ai vraiment refusé d'aller sur les plateaux un peu politiques, etc. Je me suis dit, mais préserve-toi, en fait. Pareil. T'as pas cette mission qu'on te... Voilà, on est nombreuses quand même, où nous mettre cette mission-là. Et non, tu portes une parole, tu défends quelque chose, mais t'étais pas obligé. Et je me suis vraiment préservée. J'ai eu besoin, j'ai ressenti qu'il fallait que je me préserve d'accumuler tous les plateaux. Je savais en plus derrière que j'allais en faire plein avec la sortie de la série et tout ça, machin, que j'ai beaucoup parlé de violence. Beaucoup. Donc, pas par flemme, mais par un moment, tu dis, non, là, en fait, il me reste ça dans la batterie. Je vais le mettre de côté. Je vais le prendre pour moi. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont aller... porter cette parole, débattre, et du coup aussi tu vois des nouvelles têtes et ça c'est super parce qu'il faut quand même justement vraiment partager le temps de parole et c'est assez galvanisant ça aussi par ailleurs de remarquer que sentir les gens. Non et puis et tu vois il y a plein de petites sœurs qui vont et ça fait trop plaisir. Il y a un peu le ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Oui.
Alice, toi, ça t'arrive, que ce soit alors dans la vie courante ou dans le milieu dans lequel tu évolues, qui est celui de la musique, de te taire juste parce qu'en fait, flemme de se rentrer dans un grand débat, flemme de s'embrouiller, flemme aussi parfois de perdre des opportunités. C'est quelque chose dont tu es familière? Je pense que dans le travail, en fait, en tout cas moi dans la musique, où il y a quand même beaucoup d'hommes, que ce soit à la technique ou dans les maisons de disques ou enfin peu importe, il y a beaucoup d'hommes. Et donc tu vois, autant en interview, tu dis c'est le moment où je peux m'exprimer, je peux peut-être répondre. Enfin, en tout cas, moi, je peux plus facilement dire non, je suis pas d'accord avec ça. Autant parfois, quand t'es en Zoom avec je sais pas combien de personnes, ou quand t'arrives dans une salle de concert et qu'il y a quelqu'un qui te dit qui c'est qui compose la musique, qui fait la musique. Avant, à chaque fois, j'étais hors de moi en train de dire mais tu peux me regarder dans les yeux, je suis compositrice, je suis auteure. Voilà. Autant là, parfois, je me dis aussi il faut que j'avance et j'ai pas le temps de lui expliquer là maintenant tout le truc des femmes qui travaillent et qui sont autant qui peuvent autant être compositrices ou auteurs que les hommes, tu vois. Donc oui, parfois. Mais bon, après, moi, parfois, j'ai quand même le regret de pas. Parfois, ça me travaille quand même de pas l'avoir dit. Plutôt dans l'autre sens. Je rentre chez moi et je me dis, j'aurais dû lui expliquer plus, tu vois. Donc, est-ce que du coup, si tu recroises ces personnes, les fois d'après, t'arrives plus à. Oui, ou en tout cas, je sais que par exemple, on m'a fait beaucoup. On parlait de rivalité tout à l'heure. On a beaucoup parlé de rivalité entre les femmes. Et moi, dans la musique, on m'a souvent dit, voilà, tu peux pas. Qu'est-ce que tu as apporté vu qu'il y a déjà Angèle, par exemple, ou fais attention, ne prends pas de première partie féminine vu que tu es une femme, vous allez vous faire de la concurrence. Enfin voilà, là on parlait de Bro que j'adore, par exemple, on m'a aussi dit attention. Et moi, parfois je sais pas répondre, mais par contre je sais réagir après en me disant je vais aller contacter ces femmes, je vais prendre une femme en première partie, je vais faire de la musique avec des femmes, et justement pour casser ça, pour pas avoir ce sentiment de peur ou de concurrence entre les femmes et se dire au contraire, chaque femme qui réussit dans la musique, bravo, chaque femme qui... Enfin moi je suis fière de toutes mes potes dans la musique qui sont devenues mes amies et qui auraient pu être des ennemis vu qu'on essayait de me les faire voir comme des ennemis. Et du coup moi c'est plutôt... parfois je suis pas la meilleure pour... me mettre en colère, on va dire. Mais par contre, derrière, je sais que ça va encore plus me réveiller et me donner envie de justement aller à l'encontre de ça. Une fois, on m'a dit, voilà, Angèle, en maison de disque, on m'avait dit, tu peux pas y arriver, il y a déjà Angèle. Et du coup, quand j'ai croisé Angèle à un festival, je suis allée la voir, je lui ai dit qu'on m'avait dit ça, on a rigolé, on a parlé, on a échangé des conseils. Et en fait, je me suis sentie hyper libérée de ça, plutôt que de me dire tout le temps « Ah mon Dieu, il y a Angèle, par exemple. » tu vois. Et surtout qu'il y a la vision hyper réductrice selon laquelle il n'y aurait qu'une seule place pour Exactement. Une femme. Oui. Donc c'est un sexisme tout à fait assumé, en plus. Complètement, et c'est pas quelque chose qu'on dit aux hommes. On dit pas à des mecs « Attention, il y a lui qui existe » ou « il y a lui ». C'est vraiment très, très féminin. Il peut pas y avoir trop de femmes. On peut pas être trop à chanter des chansons d'amour, par exemple. Il faut se différencier à tout prix des autres femmes. Et on parle... Franchement, c'est dingue à quel point on m'a cité des noms de femmes. Et d'ailleurs, j'ai découvert des femmes super grâce à ça. Et je suis allée écouter plein de musiques géniales, etc. Mais ouais, moi, c'est ça ma réaction quand j'aime pas ce que j'entends. C'est au contraire aller aimer encore plus celle qu'on essaye de me faire détester, quoi. Ah, c'est une belle réponse, justement. Saurore. Ouais. À tout ça. Et au niveau de ta... Enfin, dans la vie, quand t'entends, par exemple, je sais pas, une blague de beauf... Je sais pas prononcer ce mot, de beauf. Une blague de beauf. Non, une blague, tu vois, une blague vraiment misogyne et tout. C'est des trucs où t'arrives à réagir à brûle-pourpoint, ou tu vas plus laisser couler et te dire, en fait, j'ai pas l'énergie d'aller débattre sur ça. Je trouve que c'est très difficile et justement, ça peut dépendre vraiment, je pense, de ton mood. Si t'es fatigué ou en forme. Parfois, j'ai l'impression que j'ai une répartie incroyable, je suis trop fière de moi et je dis, tu peux pas dire ça. Et d'autres fois où j'ai pas les mots et... Comme on disait tout à l'heure, t'es un peu sidéré en fait, et tu laisses passer et tu le réalises après. Ouais, moi, on m'a déjà dit en réunion, on m'a déjà dit on a vachement envie de savoir quels sont tes rêves, Alice, quels sont tes désirs. Et puis là, un mec qui rigole et qui dit ah ouais, moi je veux bien savoir les fantasmes d'Alice, alors qu'il est 10h du mat et qu'on est là pour parler de stratégie et de travail. Potentiellement beaucoup. Voilà, et qu'il y a plein de gens et tout le monde rigole. C'est juste rien à faire là, quoi. C'est ça. Et sur le moment, tu dis c'est drôle, enfin c'est pas grave. Et je pense que c'est vraiment le lendemain où je me suis dit mais je voulais pas de ça en fait. Là, j'avais préparé ce que j'avais à dire et j'avais pas envie de cette blague.
déplacé. Surtout que c'est ça en fait, c'est pour ça vraiment que je vous pose cette question, parce qu'il y a à la fois le truc où ça te met en échec parce que finalement tu subis une blague qui crée une gêne chez toi et du coup tu n'y réponds pas, ou alors tu y réponds mais du coup ça crée une affaire et au lieu de parler de ton travail justement, ce qui est l'objet, ça parle de ce qui vient d'être dit. Exactement. Donc en fait c'est à nouveau une façon d'entraver toujours et c'est assez éreintant. Souvent j'ignore moi. Moi j'ai une stratégie un peu. Non mais moi je sais que souvent je fais ça, mais je peux être la personne qui rigole à la blague de beauf et en fait au début je fais genre que je suis pas une féministe relou et du coup je gagne une sorte de confiance chez le mâle alpha et après ça me permet aussi dans un second temps de... Non mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que je trouve que c'est... Parfois je me dis bon c'est bête parce que du coup je rigole quand même au début etc, mais je trouve qu'il faut aussi créer un climat de confiance et cette personne-là va pas m'écouter si moi je l'écoute pas non plus. Et pour moi on peut pas convaincre quelqu'un s'il y a pas une écoute dans les deux sens. Et du coup pour moi il y a ce truc aussi de se dire vas-y je vais écouter, je vais voir pourquoi il dit ça en fait concrètement. Et je trouve qu'une fois que tu as gagné cette confiance-là, en général, tu peux avoir une conversation qui peut être intéressante. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec des personnes sexistes. Et je trouve que parfois, il y a des petits points où je me suis dit, ah ok, il a pu comprendre en fait. Mais ça arrive pas sans de la bienveillance. Même si parfois c'est des gros beaufs, que ça va être super relou, etc. Mais je trouve que c'est quand même intéressant d'être à l'écoute. Parce que sinon, je pense que tu peux pas convaincre les gens, mais après c'est complètement ok. Moi il y a des fois où je suis super saoulée et j'ai la flemme de répondre quoi. Tu te rends compte de la patience qu'on nous demande, la pédagogie gratos, la pédagogie, c'est une mission qui nous était quand même imposée, puisque si on réagit à chaud, d'abord on est traité d'hystérique ou de femme en colère, un peu frustrée. Si tu dis rien, t'es mal baisé. Exactement. Si tu insultes, tu prends des risques. Ouais. Ah, ouais. Oui. Et tu redeviens hystérique. Non, ce que tu décris, Alice, aussi, c'est vraiment l'expérience du male gaze à l'oral. C'est-à-dire, il y a une triangulation entre le mec, le bonhomme dans sa tête, son petit théâtre dans sa tête, son copain dans l'audience, son copain dans la scène, pour qui il fait la blague, et la fille qui est prise à partie, qui dont se fout de la gueule, en fait. C'est vrai que ça rejoint à nouveau ce que tu disais sur les thèses développées par Léane dans son livre. C'est qu'en fait, à nouveau, la blague, elle est même pas faite pour être reçue par la meuf, c'est pour impressionner le mec intériorisé. Évidemment. Et ça fait rire. Et l'audience autour. L'audience autour, c'est lui-même l'idée, ce serait un parterre de mecs hilars. J'ai cette scène que je me souviens qui est horrible, qui est France Gall, qui dit les paroles des sucettes à l'anis avec Serge Gainsbourg qui regarde la caméra et qui est mort de rire. Et ce regard caméra, il est pour les autres mecs qui vont se dire ah, je l'ai bien fait dire des saloperies, elle sait pas ce qu'elle dit. Effectivement, quand elle va le découvrir, que tout le monde était au courant qu'elle disait quand le sucre d'orge coule dans ma gorge, et qu'en fait c'était une histoire de fellation, elle va se retirer pendant 10 ans. Et tout ça, c'était parce qu'il y avait effectivement cette complicité d'homme à homme. C'est... On n'a plus les mots. On arrête l'émission. Ah mais vous vous souvenez du clip ? Eh ben c'est des hommes déguisés. Alors, est-ce que c'est des chaussettes, est-ce que c'est des pénis, et qui sautillent derrière elle, qui mangent des sucettes. Ah waouh. Ah ouais, des années 60. Ouais, non, c'est bien trash. Encore aujourd'hui, on a l'impression que ça change, et moi j'ai quand même l'impression que dans l'industrie musicale, les mecs qui veulent regarder la caméra et qui veulent pousser les meufs à faire des trucs comme ça, ils sont présents partout. Moi, combien de fois on m'a dit d'être encore plus sensuelle dans mes clips ou d'être plus machin. Alors parfois j'ai envie de l'être et c'est très bien, ça me fait plaisir, mais parfois, t'as pas envie qu'un homme te dise comment se comporter avec ton corps, tu vois, et c'est exactement la même chose. Ou en studio, en tout cas, où des mecs qui disent tu peux pas chanter plus sensuel, plus aigu, plus innocent, mais laissez-moi tranquille. Il est 20h sur Move. 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 Tous les jeudis 19h, 21h 19h, 21h Tunnel, le bruit et l'humeur avec Anna Toumazov. Mais je reviens du coup là sur cette discussion qu'on avait par rapport au monde de la musique et Gainsbourg qui effectivement amusait la galerie. Il y a aussi cette question sur... c'est un cas très concret, hein, mais sur est-ce qu'on réagit tout le temps au quart de tour ou est-ce que des fois on laisse couler. Quand t'es en soirée et qu'il y a la musique d'un énorme misogyne qui passe, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il y a des paroles misogynes, parfois il y a des artistes dont on pense qu'ils ont fait des trucs pas nets, parfois il y a des artistes dont on sait qu'ils ont fait des trucs pas nets, enfin trucs pas nets pouvant aller jusqu'au viol, féminicide, etc. Comment est-ce qu'on réagit à ça aussi ?
Est-ce que c'est la féministe qui casse l'ambiance, là? Moi, c'est devenu super viscéral, quoi. Il y a un endroit où maintenant, si j'entends la voix de Kanta, je peux pas. C'est-à-dire que j'ai la nausée. Et donc, j'ouvre ma gueule, quoi. J'y arrive pas. J'entends Bruel. Je me dis, tu vois, je suis dans un magasin où je me dis, mais en fait, allez, on le passe encore en boucle. Lui, il y a 5 témoignages de jeunes masseuses qui ont témoigné d'agressions sexuelles. Et puis derrière, il y a eu classement sans suite, comme d'habitude. Je peux plus l'entendre, lui. Vous pouvez l'entendre, lui. On est allé voir le musée Grévin avec mes enfants il y a quelques mois, avant l'affaire de Pardieu. Et quand je voyais une jeune femme anglaise ou américaine, je sais plus qui se prenait en photo avec lui, je fais « Yes, you can go, yeah, it's a rapist ». Et là, elle était là, elle était en bague. Et ma fille a repris derrière « Yes, fun fact, he's a rapist ». Et en même temps, j'ai vu cette femme réagir, être interpellée. Et ben, en vrai... des endroits, quand tu choques un petit peu les gens, tu dis, non, moi, je peux pas, ce son-là. Ces gens qui ont fait du mal, les films de Polanski, il a beau être un immense cinéaste, je peux plus, j'y arrive pas. Et ça m'a dépassé, ça a dépassé mon militantisme. C'est devenu quelque chose de fondamentalement viscéral. Oui, je n'y arrive plus. C'est épidermique. C'est au-delà du fait de ne pas donner d'argent, de ne pas donner de stream, c'est carrément, c'est viscéral. Pour cette discussion sur le dilemme féministe entre finalement combat et tentative de faire avancer les choses et juste envie que tout soit calme et de ne pas lutter, de faire le dos rond, quitte à subir. Andrea, donc tu as choisi ce son, donc qui est évidemment qui a un propos éminemment féministe et joyeux également. Et qui parle de lutte joyeuse, mais ce son figure dans la partie de la série Nudes que tu as réalisée à un moment où justement une fille dit à Victor, le personnage principal de la série, non, c'est non, c'est non. Donc elle danse en fait sur les paroles de cette chanson. Et ce personnage Victor que tu as choisi alors on va pas spoiler évidemment les auditeurs, la série vient de sortir, mais ce personnage en tout cas de Victor que tu as choisi de mettre au centre de ces épisodes, donc c'est quelqu'un qui se rend coupable de revenge porn. Enfin, oui, en tout cas, on sait qu'il a filmé cette fille, Sarah, cette fameuse fille qui veut dans pas de lui un à ce acte moment-là. sexuel, ouais. Et pour lui, sans en son fait, consentement, évidemment. Et Victor, justement, il y a quelque chose d'assez glaçant, c'est qu'en fait, on est sur un garçon qui représente sous tous ses traits possibles l'impunité. C'est un garçon qui fait de belles études, qui est président du BDE, qui est riche, qui est beau également. Je pense que tu n'as pas choisi même au hasard sur Baptiste ça. Masseline, oui, je l'ai choisi aussi beaucoup pour sa photogénie et aussi sa rigueur. Je savais que c'était un grand sportif et je savais que j'allais lui demander beaucoup, que je le mettais dans tous les plans de la série. Donc en fait, il avait des journées non-stop. Donc je voulais quelqu'un d'assez résistant, assez rigoureux. Et lui, c'était parfait, quoi. Et ce personnage, Victor, en fait, il gâche une vie, mais pour lui, c'est un détail. Et... Ouais, de toute façon, comme dire non, tu vois, je reprends pour la chanson d'Aloïse, mais non, c'est non, c'est non. On le dit, hein, les femmes savent dire non depuis des siècles, en fait. Hein. C'est juste que le non, il est souvent pas entendu, en fait. C'est marrant que tu dises depuis des siècles, parce que d'ailleurs, c'est la figure de la femme, de la sorcière ou la commère même, la femme qui parle trop. Ça a toujours été finalement fait aussi pour silencier les femmes et ne pas qu'on les écoute. Non, elle, c'est une commère, fais attention. Elle a la langue trop bien pendue. Et même sexuellement, on parlait du cinéma des années 90, souviens-toi, toutes les scènes, les meufs, non. Et lui, il insiste, non, bon, oui. Et après, ça part en passion, jouissance et tout. Mais c'est hallucinant ce qu'on a mis en fait dans la tête des gens et des mecs sur cette histoire de consentement. Mais bon, pour revenir à Victor, ça m'intéressait de prendre l'angle du mec accusé d'avoir mis sur les réseaux sociaux cette vidéo à caractère sexuel parce que je voulais un peu tacler le mythe du monstre. On entend encore trop souvent. Je le vois dans mes commentaires sous mes posts et tout. Les monstres, les malades. Non, c'est pas des malades. C'est pas des monstres. C'est ton frère, ton père, ton petit ami, ton pote là avec qui t'es allé déjeuner. Tu vois, c'est ce gars-là qui va agresser en fait. C'est pas un monstre. Il n'y a pas de trucs surnaturels. C'est des gens qui sont totalement insérés dans la société. Et donc, en ça, il est important de déconstruire. Et donc, aujourd'hui, comme j'avais pas mal traité cinématographiquement le point de vue des victimes de violences ou de pédocriminalité, de violences conjugales, quand j'ai vu qu'il y a le personnage de Victor, je me suis tout de suite accrochée à lui parce que je pense
on va aussi pouvoir apporter au féminisme et puis à la lutte contre les violences en se penchant sur les mécanismes des agresseurs, qui sont un peu toujours les mêmes d'ailleurs. C'est pour ça que il y a dans sa chanson, Aloïs dit l'hémoglobine de toutes mes copines qui n'ont pas dit oui un jour à un débile. Bon, débile, je suis pas sûre, mais en tout cas, l'hémoglobine de toutes mes copines qui n'ont pas dit oui un jour. En fait, c'est ça, c'est que, regarde, les féminicides, c'est quand elles les quittent qu'ils les tuent. Quand, voilà, c'est... Ou quand ils ont déjà été quittés, d'ailleurs. Oui, exactement, pour se venger. Et tout. Et donc, cette histoire de possession, de possessivité, de ce besoin de dominer, contrôler, avoir, posséder, c'est quand même beaucoup plus ancré chez l'homme que la femme. Bien sûr. Et en ça, la prévention, c'est pour ça que j'adore ton travail, Thaïs, parce que cette prévention, ça va être la base de tout, en fait. C'est que comme ça qu'on va arriver à changer les mentalités, en parlant aux enfants, en les éduquant nos filles, mais éduquant nos fils, parce qu'on nous dit apprenez à vos filles à se défendre. On n'a pas envie d'apprendre à se défendre, nous. On aimerait bien juste que les mecs arrêtent de nous agresser, en fait, tu vois. Par exemple, j'ai pas envie de faire du Krav Maga tous les soirs, s'il te plaît. Déjà, mes journées sont bien remplies. Non, en fait, juste, on aimerait juste vivre tranquillement, sans être agressé ou revenge porné, et avoir aussi la liberté de pouvoir envoyer un nude si on a envie dans une relation de confiance où on kiffe, sans flipper que ce nude, s'il se retrouve sur Internet parce que le gars, il n'est pas content, parce que tu l'as trompé ou tu l'as quitté. Mais bien sûr, mais en plus, c'est intéressant que tu parles de cette espèce de banalité du mal et du fait qu'en fait, l'agresseur, c'est tout un chacun et c'est pas un monstre qui fait une tournée partout en France pour violer tout le monde. Non, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire aussi de lunettes pour voir le monde. Je sais pas si j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'essayer de parler de la réalité de vous et de vos copines à des potes mecs. Mais c'est quand même marrant que tous les dîners... j'avais écrit un texte à un moment sur ça, suite à une scène qui m'avait un peu choquée avec un pote qui était parti parce qu'il voulait surtout pas entendre ce qu'on était en train de dire. En fait, ces dîners entre meufs où on finit par toutes parler de ce qui a pu nous arriver en termes de violences sexistes et sexuelles, et c'est de plus en plus trash, et on se rend compte qu'en fait on a toutes vécu ça. C'est hyper violent parce qu'autour de toi t'as des visages aimés qui te racontent qu'elles aussi elles ont pu traverser ce que t'as traversé, parfois elles sont encore dedans, c'est difficile, et quand on parle avec les mecs ils sont là, ah bon? Et ouais, des fois, mes potes mecs, ça m'est déjà arrivé d'en prendre et de leur dire, mais attendez, vous pensez que c'est quel pourcentage des meufs qui ont été violées? Je sais pas, 1%. Non. Ah oui, 1%. Non, 1%, c'est les condamnations. Ouais. C'est les condamnations de violeurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué de leur faire confiance, de leur faire prendre, pardon, putain le lapsus. C'est compliqué de leur faire prendre conscience. Et justement, en parlant de la confiance, comment on fait quand c'est ton frère, quand c'est ton père, quand c'est ton meilleur pote ou même ton mec qui est accusé d'être auteur de violences sexuelles et sexistes? C'est une mission. Je pense qu'il faut être intransigeante. Qu'est-ce que tu dis, toi, aux ados, justement, dans les écoles, Thaïs? Enfin, je sais pas, c'est des questions qui viennent, qui sont un peu jeunes, mais... Moi, je pense que c'est des personnes... Là, on vient de sortir un documentaire qui s'appelle « Et maintenant, on fait quoi ?» Et c'est une enquête, justement, sur les masculinités et la violence qui en découle. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce constat-là de se dire, mais... on fait des événements depuis 5 ans, on en a notre presque 30e événement. Et on fait plein de trucs, c'est super, tout le monde est là, c'est super et tout, mais t'as presque que des personnes LGBT ou des femmes en fait qui viennent à ces événements-là. Et on se disait, mais nous on a vraiment l'envie de parler à tout le monde, et il y a un truc que même on essaie d'être ouvert, de donner envie, de mettre de la couleur, de pop et tout, et c'est super dur de choper le public masculin, quoi. Et on était là, mais putain, mais c'est pas nous qui violons, tu vois, en grande majorité. Et c'est prouvé par les chiffres. Donc, comment on fait pour sensibiliser ce public masculin qui est très, très désintéressé? Et d'ailleurs, aussi, nos potes déconstruits qui, en fait, ont l'impression d'avoir tout compris et, en fait, qui se remettent plus du tout en question. Et c'est vrai que nous, on a vraiment ce constat-là qui est vraiment affligeant et qui nous attriste énormément quand même. Et du coup, on s'est dit, OK, on va faire un docu et on va essayer de leur parler. En fait, on va leur laisser la parole parce qu'ils disent toujours qu'on leur laisse pas la parole. Nous, on nous dit toujours, mais il n'y a jamais de mecs qui viennent parler dans vos événements, etc. Mais je suis là, en même temps, ils écrivent pas de livres sur ce sujet, donc je vais pas prendre n'importe quel mec et le mettre devant une conférence avec 150 personnes, en fait, tu vois. Et il y a ce truc-là, et du coup, on a dit, OK, on va leur donner la parole. Donc, on a fait un appel à témoignages, et dedans, ils prennent la parole, et on a trouvé des hommes quand même assez inspirants, et j'espère, après, on n'est jamais à l'abri, comme tu dis, c'est pas, tous les hommes peuvent
peuvent violer et peuvent agresser, mais au moins on est face à des hommes qui s'en rendent compte et qui savent qu'ils ont pu déjà faire ça, ou alors qu'ils peuvent encore le reproduire dans le futur, en fait. Et que la déconstruction, c'est pas un truc qui s'arrête et d'un coup, t'es un génie du féminisme, etc. Et donc, c'était quand même intéressant d'entendre ça. Et puis, on a découvert aussi plein de trucs du côté des hommes, avec quoi ils grandissent aussi. Et moi, je pense que j'avais pas compris l'ampleur de ça. On a appris, tu vois, tout ce qui était... Moi, je connaissais pas autant les pick-up artistes, tout ça. Les techniques de drague que eux, ils apprennent. Et en fait, aujourd'hui, quand j'en parle avec des potes, ils voient tous de quoi je parle. Et quand j'en parle avec des filles, ils sont là, nous, on est passé à côté de ce contenu-là. Tu fais référence à quelle technique, du coup, pour expliquer un peu aux auditeurs ce que sont les pick-up artistes et le danger, surtout? Artiste, c'est vraiment ça vient du mouvement de la Red Pill de base. Et c'est vraiment un mouvement, on va dire, masculiniste, et c'est l'idée que tu peux baiser n'importe quelle meuf, en fait, quand t'arrives en soirée. Qu'en fait, avec quelques techniques, tu vas réussir à pécho et à coucher avec la fille. Donc t'as, par exemple, le truc un peu connu, je sais pas, vous avez tous toutes dû vivre ça, une fois dans votre vie, c'est le mec qui va dire « Putain, t'as grossi, toi, non ?» Et après, il va commencer à te draguer. Et donc ça va être de te choper par la négation. Confiance, démonte la confiance. Il démonte la confiance. C'est le nagging. Ouais, c'est par la négation. C'est un nom, quoi. C'est un nom. Et c'est des trucs qui sont vraiment théorisés. Et en fait, ça vient plus ou moins, je crois, du livre qui s'appelle The Game, qui est un best-seller, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est repris par des sortes de coachs en séduction. Sur TikTok, il y en a, mais des masses. Et t'as ça, mais ça peut être aussi, en fait, de rentrer en contact avec une fille physiquement et du coup, après, de te retirer. Donc, créer une sorte de manque pour après revenir. Et t'as aussi la technique d'avoir une copine fille à côté de toi pour créer une sorte de jalousie avec les filles. Et c'est des choses et puis même si on connaît pas le livre, etc., en fait c'est des choses qu'on connaît tous et toutes plus ou moins, en fait, parce que c'est des choses on nous a dit c'est comme ça que ça marche, et en vrai ça marche dans la plupart des cas. Et il y avait un mec dans notre docu qui faisait partie en tout cas de la pilule rouge, donc la Red Pill en France, et il nous disait le pire c'est que ça marche, parce qu'en fait t'es dans une société patriarcale, et en fait juste quand tu utilises le patriarcat avec toi en allié, ça marche super bien. Et c'est bien pour ça qu'on se rend compte que ce sont des mécanismes et que ce ne sont pas des natures. On ne sait pas, tu n'es pas comme ça, en fait. On t'apprend à l'être. On apprend beaucoup aux mecs à l'être, comme on leur apprend à ne pas pleurer, à pas trop témoigner de leurs émotions, de leurs peurs, de leurs angoisses. Le nombre de fois encore où t'entends encore je sais pas, t'es au supermarché, t'entends encore des parents qui vont dire à leur fils « Tu pleures pas, t'es pas une fille, pleure pas. » C'est chaud. Ça. Mais ça, c'est un sujet qui était qui est depuis longtemps, qui est snobé ou peut-être mal vu par les féministes parce que ce serait prendre de l'espace masculin, mais autant on a appris à déconstruire les discours autour des viols de pays en pays, de l'artiste maudit en France, mais du boys will be boys anglais. Moi, étant moitié autrichienne, j'étais hyper touchée par le film de Haneke, Le ruban blanc, où on humilie un petit garçon qui s'est masturbé en le faisant porter le ruban de la honte, donc un ruban blanc autour de sa main, et tout le village sait qu'il s'est donc masturbé. Et c'était une pratique qu'on faisait en Allemagne et en Autriche. Et je pense que de l'éclairage sur la violence que subissent les petits garçons, l'apprentissage de la virilité, la honte, le contrôle de soi, la domination, je pense que ça peut être utile, en fait. Je pense que moi, j'aimerais bien aussi entendre des petits garçons qui ont douillé. Des grands petits garçons du coup, mais je sais que c'est un film qui m'avait touchée. Ça m'avait aussi permis de voir comment mon père avait grandi, comment des familles plus tradies grandissent. Mais il y a quand même pas mal d'hommes qui témoignent des violences sexuelles notamment qu'ils ont subies. Le problème, il est toujours le même, c'est que la société politique ne s'empare pas des témoignages. Et il n'y a rien qui en découle à part le travail associatif, où là, tu as beaucoup de personnes impliquées, mais ça vient de la société civile. Et à un endroit où là, on a perdu 10 ans déjà, au moins 10 ans, sur justement comment démonter ce mécanisme-là. Qui devrait prendre racine à l'école. C'était super compliqué de donner la parole aux hommes là dans le documentaire, parce qu'en fait tu te dis attends, comment on va faire pour pas faire un truc genre Male Tears
avec des mecs qui se plaignent de pas avoir pu pleurer quand ils étaient petits et d'avoir ça pendant 1 heure parce que en vrai c'est pas ça la vraie violence aussi, même si ça fait partie de la violence. Et c'était super complexe d'avoir des témoignages qui soient dans ce juste milieu de se dire en fait on donne la parole et vous avez le droit à la parole et on a envie en vrai quand même de vous entendre, et en même temps de pas tomber dans un truc super ouin alors qu'en fait on sait que la violence qu'on vit, c'est un tiraillement entre les deux forcément. Et c'est super compliqué, et je pense qu'on a réussi. Dilemme. Mais c'était pas évident de trouver les hommes qui arrivent à en parler de manière juste, mais il y en a de plus en plus, et je pense qu'il y a en tout cas des nouvelles masculinités qui sont en train d'émerger, qui sont assez intéressantes, qui sont pas complètement déconstruites, qui sont encore en chemin, mais ça arrive en tout. Mais justement, Alice et moi à mes côtés, à ma droite, parce que du coup il y a les deux, je suis encadrée par les deux Alice. Alice, toi du coup dans la musique on le voit, il y a de plus en plus de mecs qui exposent leur sensibilité. Alors parfois on voit que c'est un peu à des fins un peu quoi, pour Ken aussi. J'y avais pas pensé. Ils ont un côté très fuckboys. Mais on est d'accord qu'il y a quand même ce truc à de plus en plus. Là où pendant des années, il a fallu plutôt montrer une certaine virilité et tout, là, il y a la sensibilité qui est de plus en plus exposée. Il y a Edith Preto qui parle de ça avec sa chanson Viril. Moi, je sais que, en plus de mon projet, j'aime bien écrire pour d'autres artistes. Donc, j'ai écrit pour des femmes, mais j'ai aussi écrit pour des hommes, ou avec des hommes. Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de partager avec un homme la création artistique et l'envie de justement raconter ce que lui ressentait et ce qu'il vivait. Et souvent quand des hommes ont fait appel à moi pour coécrire, c'était, je pense, pour avoir aussi pour se confier à une femme en fait, et peut-être avoir moins peur, peut-être qu'il l'aurait pas fait avec un autre homme, quoi. Et donc du coup il y avait cet échange là, et c'est cool, et c'est trop bien si les mecs peuvent prendre la parole le plus justement sur ça et sur leur sensibilité, et ouais, enfin, moi je trouve ça, on en a besoin, quoi, aussi, complètement. Alice, toi, c'est en observatrice du coup quand même de pas mal de milieux artistiques. C'est quelque chose que tu observes aussi, qu'il y a une sensibilité sur les hommes qui est de plus en plus forte, et qu'eux aussi ils sont en train de résoudre leur paradoxe un peu. Je pense qu'il faudrait aussi permettre de complexifier les identités masculines et d'ouvrir la discussion de la fluidité de genre chez les hommes également. Alors, je sais qu'évidemment l'accusation, ça va être, est-ce que par exemple quelqu'un comme Harry Styles fait du queerbaiting? J'en parlais à Aline Maillard qui a écrit sur Timothée Chalamet, qui me disait, est-ce que Harry Styles fait du queerbaiting, ou est-ce qu'au contraire c'est une personne non binaire, c'est une personne hétérosexuelle mais qui est dans une forme de non binarité, qui a une identité de genre assez fluide. Bien sûr. Moi je serais ravie de voir plus de David Bowie avec le comportement respectueux qui va avec. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a un engagement de sortir du patriarcat d'une façon ou d'une autre, mais d'aller vers rejoindre des structures féministes, accompagner des projets féministes, qui a une forme d'engagement également. Pour que ce soit pas juste de la récupération, mais en tout cas, c'est vrai que ces fluidités-là, je pense, peuvent tout à fait être entendues. Et peut-être que de donner aux hommes d'autres modèles que l'homme, justement, qui fait des black beaufs en réunion, et de montrer un modèle d'homme qui est plus sensible, ça peut être bien aussi dans ce sens-là, quoi. Mais surtout que, au final, c'est très infamant pour eux. Et pareil, il y a un argument qui est très souvent donné par les masculinistes, c'est que les taux de suicide seraient plus élevés chez les hommes. Mais en fait, c'est juste parce que malheureusement, ils parlent pas, parce qu'aller chez le psy, c'est pas viril, et parce que... voilà. Tunnel, le bruit et l'humeur. Avec Anna Toumazov. Et c'était une musique choisie par Alice et moi, qui fait partie des personnes qui m'accompagnent ce soir sur la question du dilemme féministe entre rébellion contre les dictates avec lesquels on nous fait chier depuis la nuit des temps, et douceur de se dire tant pis, je me conforme à tout ça parce que c'est plus simple. Et en plus d'Alice et moi, j'ai également autour de la table Andrea Bescon, Thaïs Clapiche et Alice Pfeiffer. Mais je me retourne vers toi, Alice, parce que donc Alice et moi, parce que c'est toi qui avais choisi cette dernière musique. Et dans tes chansons, tu parles de sexe. De façon, et d'amour en fait, de façon assez légère. Est-ce que tu réfléchis consciemment en te disant ok, c'est ça l'image que ça va renvoyer, c'est conforme à ce que je veux incarner, à l'image que je me fais de la femme telle qu'elle doit être aujourd'hui en 2024, ou c'est vraiment très spontané? Et c'est intéressant parce que en tout cas quand j'ai commencé la musique, je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Et en fait, très rapidement, on m'a souvent renvoyé ça, on m'a souvent parlé de ma sensualité, et que c'était quelque chose que j'osais dire, faire. Et c'est intéressant parce que moi, je l'avais pas vu comme ça, en fait. Je créais et voilà. Et en fait, tu me disais ça tout à l'heure aussi, c'est une forme aussi de féminisme qui est
naturel, je sais pas quel est le mot qu'on pourrait mettre dessus, mais le fait de me dire j'ai pas envie de me mettre une limite parce que je suis une femme et j'y réfléchis même pas à ça en fait quand je chante, je raconte mes histoires, mes désirs et je vois pas pourquoi, j'ai pas de honte et je me sens bien dedans, je me sens bien avec et voilà quoi. Et ça parle effectivement de, même dans les chansons quand tu parles je veux sortir avec un rappeur, tout ça, on voit tous les fantasmes un peu même du fuckboy qui, tu vois. Je crois que la chanson où j'ai dit que je voulais sortir avec un rappeur, c'était parce que justement j'écoutais pas mal de rap, je découvrais un peu plus le rap à cette époque et les rappeurs parlaient beaucoup des femmes, mais il y avait pas beaucoup de femmes qui parlaient des rappeurs, donc c'était inconscient aussi, mais je me suis dit tiens, j'ai envie de moi inverser les rôles aussi et de raconter ça. Par contre, j'avais un couplet, le troisième couplet où je citais des rappeurs dont L'Homme Pâle. Et du coup, maintenant, j'évite ce couplet à la fin et sur scène, j'ai changé en fait. Mais parce que c'est vrai que c'est compliqué maintenant de trouver des artistes masculins où le nom ne soit jamais sorti, alors même sous forme, évidemment, nous respectons la présomption d'innocence. Oui, bien sûr. Sous la forme juste d'accusation parfois sur les réseaux, mais c'est vrai que ça devient assez compliqué entre ça et même les bruits aussi qu'on a entre nous parce qu'on cherche à se protéger les unes les autres, tout simplement, des choses qui ne sortent même pas parfois sur les réseaux. C'est assez compliqué, effectivement. Et sur la question du coup de la sexualité, de la liberté, etc., alors on voit beaucoup parler, je pense que ça, Thaïs, tu dois l'entendre aussi chez les ados, on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux de la notion de body count, du nombre de partenaires sexuels qu'aurait eu une femme, avec ce paradoxe parfois où en fait il faudrait coucher très peu pour être respectable aux yeux de la société, mais parfois aussi. Et ça, c'est un sujet que je trouve, parce que bon, le premier, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais il y a un sujet aussi que moi je trouve assez intéressant, c'est quand on a cette espèce d'épiphanie féministe et qu'on a envie d'embrasser justement le féminisme et de se dire, allez, waouh, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi, on peut parfois aussi se donner l'injonction de coucher avec beaucoup de monde pour se dire, en fait, je suis libre, je le fais et tout. Et parfois, on peut aussi faire des trucs dont on n'a pas totalement envie, surtout que quand on est dans cette épiphanie féministe, on est parfois entouré de mecs féministes qui maîtrisent sur le bout des doigts, c'est bien le cas de le dire, Mona Chollet, Victoire Toyon et tout, et qui savent très bien nous mener jusqu'à la liberté pour qu'on couche avec eux, en fait. Ça vous parle, ça, Thaïs? Je te vois te marrer derrière ton micro. Non, je sais pas pourquoi je pensais, tu sais, à genre la masturbation Junpla maintenant. Tu sais, ils font tous quoi ça. Oui, on en a parlé l'autre jour, Jouissance Club. Jouissance Club, tu sais, ils ont tous vu les mêmes slides Instagram, du coup t'as le droit aux mêmes petits tricks solis, ça me fait beaucoup rire. Mais tu peux donner un exemple, en vrai, c'est charmé. C'est charmé, mais il y a la technique du crochet. Et du coup, c'est Captain Hook. Ouais, voilà. Et du coup, non, mais en plus, c'est très bien et c'est génial son travail, mais c'est vrai que ça me fait rire cette idée d'avoir tous ces hommes qui maintenant sont mis au féminisme et au livre qui donnent des conseils sexuels et du coup, tu te retrouves. C'est trop drôle parce que j'ai fait un date il y a un petit moment et ma pote, elle me dit pour rigoler, putain, j'espère qu'il va pas te sortir que tu sais, il écoute les couilles sur la table. Et j'arrive à mon date et le mec me dit putain, mais c'est charmé ce que tu fais et tout. Moi, j'écoute, je sais pas si tu connais le podcast de Victoire Toyon, Les couilles sur la table, c'est vraiment super. Et juste, c'était tellement drôle parce qu'elle me l'avait dit juste avant. Et donc voilà, ça reste un super travail. Comme quand tu sélectionnes les livres qu'ils exposent. Pardon, c'est besoin d'une explication. Mais genre, tu vas chez un mec et il a bien en vue, tu vois, genre du Défense ou Mona Chollet, machin. Ah, mais oui! C'est une technique de drague. Ah mais oui, ça c'est les paranuptiales hétéros, ça. C'est vraiment les beaux moments qu'on partage avec les hommes hétérosexuels. Mais ils sont plus safe ou pas du tout? Pas du tout. Ah, wow. Juste ils disent je peux. Ouais, non. Je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que après je sais pas parce que je trouve il y a quand même une nouvelle génération, je trouve, qui fait plus attention, qui est plus à l'écoute et je trouve qu'il y a quand même un changement avec pas tous les hommes et t'as des mecs super jeunes qui font des conneries aussi, mais c'est vraiment je trouve qu'il y a quand même des choses. Moi j'étais en couple pendant très longtemps et quand j'ai réété célibataire, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quand même un changement. J'ai trouvé déjà que les hommes arrivaient mieux à écouter les histoires d'agressions sexistes, sexuelles, les viols, etc. Je trouve qu'il y avait une meilleure écoute en tout cas par rapport à ça et je trouve que quand même ils baisent un peu mieux qu'avant.
Mais il me pose des questions. C'est vrai. Enfin, un peu plus, moi c'est pareil, j'étais en couple pendant 14 ans, un truc assez exclusif. Bon voilà, donc j'ai un partenaire avec qui on s'entendait bien. Et puis quand on s'est séparés, je me suis dit, oh, vas-y, kiffe, fais-toi plaisir, quoi. Parce que je suis incapable, en fait. J'ai un problème, je tombe amoureuse, moi je suis... Voilà, si voilà, j'ai quelqu'un dans la tête, du coup je peux pas avoir un autre corps, je peux pas avoir une autre personne. Mais j'ai trouvé quelques petites histoires et je les ai trouvées quand même très appliquées sur ma notion de plaisir, comment ça va et ça, comment c'est ok pour toi. Enfin, j'ai quand même ressenti ça très fort. Après, bon, il y a un nouveau truc de virilité aussi, c'est faire jouir les meufs. Dans les chansons de rap. Enfin, dans les chansons de rap, mais j'ai quel âge ? Dans les chansons de rap. Non, on le voit depuis 2015. Moi, c'est la première occurrence que j'ai en tête. Ils se vantent justement de faire des cunis, de faire jouir les meufs et tout. Alors qu'avant, c'était. Enfin, moi, je me rappelle. C'était dégueulasse. Quand j'ai commencé ma vie sexuelle, c'était genre. Impossible. Mais c'est pas du tout viril d'aller faire ça, c'est la honte et tout, tu vois. Alors que maintenant, c'est. Pour eux, c'est un peu le Graal. Parfois, ils le font, enfin, souvent même, ils le font très mal, tu vois. Mais essais, au moins. C'est drôle, c'est vrai que je trouve rebrandé, en fait. De quoi ? Ça a été complètement rebrandé. Exactement. Mais je trouve qu'il pose quand même, c'est vrai qu'il pose plus de questions. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette curiosité-là avant. Après, par contre, sur, tu vois, typiquement, la masturbation, à chaque fois qu'on arrive dans des classes, on parle de masturbation parce que c'est un peu l'âge où ils commencent à faire ça. Et par contre, quand on dit que c'est aussi possible pour les filles aussi sont choquées, quoi. Donc, on voit souvent des réactions super fortes et ça, donc il y a encore quand même ce gros tabou, je pense, de la masturbation féminine. Coucou, tu as un clito, c'est super. Mais c'est marrant parce qu'on revient dans cette dualité où finalement les garçons là sont à l'âge où je vais encore parler comme une boomer, mais où ça commence un peu à les titiller et ils ont qu'une envie, c'est d'aller vers les filles. Mais les filles du coup doivent, parce que c'est le rôle à tenir aussi, la jouer effarouchée et refuser de montrer qu'elles aussi peuvent avoir des désirs sexuels. C'est assez fort quand même. Et même chez les mecs déconstruits, tu vois, la Thaïs, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Après, on a 5 ans d'écart, donc s'il faut ça joue, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que il y a encore cette dualité entre les meufs avec qui ils se voient se poser parce que socialement, et là on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Alice, par rapport à ce référentiel qu'ont les hommes par rapport aux autres hommes en fait, mais cette dualité entre les filles avec qui ils peuvent se poser, ils peuvent décemment se poser, et les filles avec qui on couche. Et il y a quand même une dualité hyper forte, moi je trouve, qui demeure même chez les mecs super déconstruits, entre meufs d'une vie, meufs d'une nuit, et ça va même plus loin. Parfois c'est des gars qui sortent de fous, qui ont leurs copines meufs, qui sont cool, avec qui on couche parfois parce que voilà, on est potes, mais machin, hein. Et à côté il y a les filles avec qui ils sont vraiment en couple, et là par contre c'est des meufs que personne ne va trop voir, qui sont plutôt calmes, plutôt casanières et compagnie. Enfin, moi je trouve que cette dualité elle existe encore, et que parfois, même en étant féministe, ça peut un peu nous matrixer. Et justement, je reviens à cette histoire du dilemme. On a envie de se conformer à ça, par exemple, de pas coucher trop vite pour pas que le mec se dise « Ah mais non, c'est une fille facile, je veux pas d'aller tout ». Je sais pas, Alice, ça te parle, je te vois hocher la tête. Oui, ça me parle carrément. Et en même temps... moi, j'ai toujours fait ce truc, du coup, de faire l'inverse. Je sais pas, de me dire justement... je vais pas dire que je couche à chaque fois au premier soir, mais... Tu fais vraiment tu veux. L'idée, justement, de me dire, le mec... en fait, si le mec va juger quelque chose de toi, il va pas m'intéresser, tu vois. Donc, du coup, moi, je fais exactement ce que j'ai envie de faire, et puis que le bon me capte, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie, j'essaye de déconstruire. Tu filtres comme ça. Ouais, parfois on a tendance à force d'analyser, en tout cas moi j'essaye de me déconstruire sur ça, c'est de ne pas anticiper ou imaginer ce que vont penser les hommes ou ce qu'ils vont me dire. Ou te juger ou t'auto-juger. Voilà, et donc du coup j'essaye de m'enlever de cette pensée, et c'est pour ça que je parlais de ça par rapport à la musique aussi tout à l'heure, c'est le fait de détruire les codes avant même qu'on essaye de me les mettre sur moi, tu vois. Je sais pas si ça fait un sens. Non, mais moi, je sais que j'ai exactement la même technique, et c'est peut-être... moi, je sais qu'il y a un moment, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de coucher ou même sortir avec des cons, en fait. Genre, ça, c'est fini, en fait. Et bon, ça pourra toujours m'arriver, et ça peut être marrant de temps en temps, mais j'ai plus envie de ça, en fait. Et moi, ce que je dis tout le temps, je suis là, mais en fait, moi, quand je reçois un SMS, je réponds tout de suite. J'en ai marre de faire semblant. Exactement. Si j'ai envie de coucher le premier soir, je couche le premier soir. Et je me dis quand même,
ce qui est cool et en général, tu vois, quand tu passes une bonne soirée, c'est qu'en fait, tu rigoles avec le mec, il est un tout petit peu intelligent. Et franchement, arrêtons de coucher avec des cons, quoi. Franchement, c'est trop relou, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi chez les meufs d'aimer les fuckboys? C'est aussi le truc de vouloir le Graal, celui qui est insaisissable, et d'être celle qui finalement est différente des autres et s'élève au-dessus des autres et qui a réussi à calmer la bête. Mais à quel prix? Mais ça, c'est le plus vieux mythe. Hein. C'est l'homme est une bête incontrôlable qui va se calmer pour moi. Et je me demande, si tu relationnes avec un mec, qu'est-ce que le mec n'est pas en mesure de déconstruire? Je me souviens de ma préhistoire hétéro, me dire, tiens, la fille qui drague, c'est pas bien, c'est désexcitant. La figure de la vampe, la fille qui fait le premier pas, c'est un non. Et parce qu'il faut les laisser être chasseurs. T'as ce mythe-là. Alors ça, il y a ce truc-là, donc la fille qui serait quoi? Qui serait pénétrante, je vais bien quelque chose comme ça. La fille qui n'est pas de ta classe sociale, qui n'a pas tes codes de cool, qui n'a pas ton capital cool, tu ne la présentes pas. Quelle fille tu désires mais demeure imprésentable? Quelle fille tu présentes mais tu n'as pas non plus envie de baiser? Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, entre grosses guillemets, mais déconstruire, décoloniser, dans le désir? Qu'est-ce qu'on a classé comme structure, comme système, comme norme, de se dire, j'ai un peu honte de toi, je t'assume pas, je veux pas être vue avec toi, à côté de toi on va croire que je suis passif. Et je me demande s'il n'y a pas ces choses-là qui sont qu'est-ce qu'il y a dans le désir masculin qui bloque encore? Moi, c'est une question que j'ai beaucoup eue avec des amis, des consoeurs féministes ou même pas que, qui ont donc des meufs qui ont de la visibilité plus ou moins. Et en fait, sur le fait que, justement, un peu comme me l'avait de façon très charmante dit un ex il y a des années que j'allais toujours être un trophée, t'as ce truc où les mecs viennent pour une certaine brillance et après, mais en fait, ça les fait un petit peu chier d'être avec une meuf qui capte plus la lumière. Et c'est compliqué. Et même, en plus, t'as un truc, tu vois, t'as vécu une vie hétéro avant et du coup, t'as peut-être un motif de comparaison, mais c'est quand même, il y a quand même une dissonance cognitive dans l'hétérosexualité en ce que c'est compliqué quand même d'arriver à égalité dans le rapport de séduction et dans le couple, par exemple, enfin, en tout cas dans la relation, en sachant que les femmes arrivent dans cette relation en portant déjà les traumas de ce que lui ont fait d'autres hommes, de ce que font les hommes au quotidien jusqu'aux harceleurs de rue et compagnie. Alors que l'homme, il a une charge mentale psychologique beaucoup plus tranquille, quoi. Sa vie à lui... Si moi, ce que je peux dire, en tout cas quand t'es deux femmes entre elles, parce que déjà, t'as une conscience que le genre est un théâtre dont tu as souffert. Et aussi, il y a une possibilité de renversement de rôle. Il n'y a pas un mec, j'aime pas l'expression faire le mec, mais dans l'idée, si ce serait une question de dominant-dominé, il y a quelque chose, il y a une possibilité à renverser que j'ai trouvé que les mecs hétéro-cis sont dans une virilité qu'il ne faut pas questionner. Ils ne font pas les petits garçons, ce sont des petits garçons. Ils jouent pas aux garçons, ils roulent pas des mécaniques, c'est absolument naturel et surtout pas un doigt qui glisse, quoi. C'est ce que je trouve étonnant d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très 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 fragile pour quelque chose de viril. Bien sûr. Mais et même ce truc de cette espèce de conformité amoureuse, en fait, il faut aller dans l'hétérosexualité et il faut aller dans le couple. Parce que, même si on sait en fait qu'on va être perdante, même on le voit au niveau du temps personnel pour une personne, un homme qui se met en couple avec une meuf, il va gagner du temps sur les tâches ménagères, sur plein de trucs et tout, alors que la meuf va en perdre. Il y a des stats sur ça que je n'ai pas, donc je vais pas commencer à balancer des chiffres au hasard, mais il y avait une histoire d'1 heure, il me semble, voilà, j'ai balancé la stat, et du coup, il y a un peu cette idée de, même si le mec, c'est pas optimal et que t'es pas forcément mieux avec lui, au moins t'es conforme à ce qu'attend la société de toi et on va pas te jeter des pierres parce que t'es une future vieille folle au chat. Et voilà, au final, il est moins pire que d'autres et c'est toujours mieux que d'être seul. Et il y a un truc hyper glaçant là-dedans. Je trouve que le foyer, c'est quelque chose de compliqué aussi. J'ai jamais été aussi heureuse là depuis que je vis seule. Enfin, je vis avec mes enfants, et que j'ai un copain que j'adore, que j'aime fort, mais on n'habite pas ensemble, on se voit quand on a envie de se voir, essentiellement pour kiffer le moment ensemble, une journée, un soir, une nuit, peu importe. Mais je n'ai pas à gérer sa vie, je sais pas, de linge, de je sais pas quoi, quand bien même le gars avec qui j'étais avant faisait des choses. Mais le concept du foyer, je trouve ça extrêmement agréable d'avoir une relation avec quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui vit pas avec moi. Vraiment. En plus, je pense que le désir marche à peu près comme ça. Tu peux pas désirer quelqu'un que tu as déjà sous ton nez. Tu sais, si tu peux pas, quelle chose foireuse je peux le comparer, mais en tout cas, c'est pas mal la distance
plutôt que la cassure ou l'agression comme tu décrivais, c'est juste prendre de la distance avec quelqu'un, c'est une façon de les redécouvrir un tout petit peu. Mais ouais, un autre truc qui m'intéresse chez les mecs, comment c'est possible qu'il y a autant de filles bi, qu'autant des filles totalement d'accord. Ce soir rouler des pelles et tester des trucs, pourquoi les mecs se roulent pas tous des pelles? C'est extraordinaire, mais faites-vous des anulingus. Mais alors maintenant, t'as justement ce phénomène, les mecs déconstruits se roulent des pelles, mais par contre, toujours pareil, ils vont pas aller plus loin, quoi. Alors, je connais très peu de meufs hétéros, chez les meufs. Alors que les mecs, ils sont tous hétéros, quoi. Mais c'est impossible. Bah oui. C'est impossible que ce soit juste un truc féminin. Il y a un truc de rejet, mais ça existe. Enfin, tu vois, c'est intrinsèquement. Après, t'as ce truc social où aimer l'homme est toujours le référentiel, ce qui signifie qu'une meuf bi va être considérée par tout le monde comme une meuf hétéro qui s'encanaille un petit peu parfois avec d'autres meufs, alors qu'un mec qui va être bi à la seconde où justement, surtout s'il a déjà été pénétré, il est gay en fait. Et juste, bon voilà, il a des meufs des fois, mais il est gay. Tu vois, t'as tout ce truc social aussi qui fait que. Et une fille, c'est malheureusement super validé par l'industrie du porno également, où il y a genre un porn gaze qui fait que tu es juste une allumeuse qui vraiment, tu as envie qu'il y ait un garçon qui t'apprenne quoi faire. Nous avons une discussion avec mes invités Thaïs Clapiche, Alice Pfeiffer, Alice et moi et Andrea Bescon sur finalement la liberté que veulent les femmes évidemment au quotidien qui est assez élémentaire et les moments où en fait on a juste la flemme de la réclamer parce que tout le monde va un peu contre et des fois on a la flemme de débattre et ça va jusque dans les relations amoureuses, on vient d'en parler notamment en l'occurrence des relations amoureuses hétéro et jusqu'au sexe. Il y avait une vidéo de Marion Séclin il y a quelques années, il y a un petit moment déjà, bien avant MeToo, etc., parce que c'est quand même une pionnière du féminisme en ligne. C'était « T'es féministe, mais tu suces ». C'était quelque chose qui lui était opposé parfois. Et cette espèce de paradoxe où en fait finalement on peut être féministe, mais il peut y avoir des pratiques sexuelles qui vont pas dans ce qu'on imagine comme étant le respect de la femme et qui sont d'ailleurs parfois inspirées du porno, qui viennent s'immiscer dans nos lits. Moi, il y a un truc que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux en ce moment et qui m'a vachement touchée. J'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me disais, il y a ce gros cliché de se dire que les hommes ont plus de libido que les femmes. Et je me disais, c'est pas vrai, les femmes ont autant de libido, etc. Et en fait, je me suis dit, en fait, je sais pas si on a autant de libido parce qu'en fait, et je vois de plus en plus, et c'est venu beaucoup de témoignages de femmes qui étaient aussi en postpartum, etc., et qui étaient là, putain, mais j'ai pas envie de coucher avec un mec, en fait, qui est en train de jouer aux jeux vidéo jusqu'à je sais pas quelle heure, qui s'est pas lavé depuis 2 jours, qui sait pas faire laver son linge, etc. En fait, ça me donne pas envie de baiser, quoi. Et je me dis, mais ouais, c'est vrai que ça donne pas envie. Et en plus de ça, je me dis, mais c'est vrai qu'on a vécu tellement d'agressions en tant que femme, on n'a pas le même rapport à notre corps. Et qu'aujourd'hui, on met les mots sur le fait de céder. Qui n'a pas cédé à un moment moi, je sais que j'ai beaucoup cédé sous la pression sexuelle. Mais le nombre de fois on dit oui parce qu'on a la flemme de débattre. Sinon, il va être de mauvaise humeur, il va être relou. Enfin, franchement, horrible. Et aujourd'hui, on a mis des mots là-dessus. C'est quand même assez récent. Il y a quand même beaucoup plus de femmes, même des hommes, qui vont dire ouais, non, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie d'avoir cette pression-là, je ferai pas du sexe ce soir. Et on le voit même dans les chiffres là, que les Français et les Françaises, surtout jeunes, ont moins de vie sexuelle parce qu'ils arrivent à plus écouter leurs besoins, quoi, moins céder sous la pression sexuelle, quoi, cette espèce d'injonction. Après, c'est cool le sexe, hein. Moi, franchement, mais justement, par rapport aux pratiques en elles-mêmes, on n'est absolument pas obligé, on va pas le faire d'ailleurs, de rentrer dans les préférences de chacune, on s'en tape, mais c'est plus cette espèce de paradoxe où on se retrouve à faire des trucs où on se dit ah mais non, mais en fait c'est peut-être pas féministe que je fais, mais voilà. Et chez les mecs, y compris déconstruits, ils ont bizarrement tous quand même un petit peu les mêmes kinks, donc en fait qui sont quand même pas forcément des kinks très féministes. C'est sûr, mais après je pense que aussi le sexe c'est un endroit, c'est marrant aussi de jouer avec toutes les problématiques de la société. Et je pense qu'avec ce que tu disais, le théâtral, et c'est bien sûr que c'est problématique, etc. Mais je pense que c'est drôle aussi. Moi, je pense qu'il faut aussi le voir comme ça, parfois, de dire, ça peut être drôle de reproduire ces codes complètement débiles en tant que féministe même, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas le voir aussi comme quelque chose comme ça? Et aussi juste, en fait, être féministe, c'est juste de choisir de pouvoir être en levrette, mais aussi de pouvoir faire autre chose. Mais c'est la sexualité, c'est quand même un endroit, tu vois, même tout ce qui est BDSM, etc., c'est drôle de jouer justement avec le pouvoir, avec tout ça, et je pense que il y a quelque chose qui est intéressant quand même, qui est assez libérateur dans la sexualité, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un recul. En fait, à partir du moment où il y a un recul, ça devient quelque chose qui peut être excitant et qui peut être drôle. Et pour moi, tu vois, il y avait des pratiques, par exemple, que je faisais quand j'étais très jeune, et je peux les refaire maintenant.
Et en fait, maintenant, ça me fait rire, mais en fait, à l'époque, je kiffais pas trop. Parce qu'en fait, je les faisais vraiment dans un truc super intégré où je me disais, putain, mais il faut que je reproduise ce que je vois dans le porno. Parce que sinon, ça va pas marcher. Obligé, ouais. Et on avait fait un talk sur la sexualité, justement, avec Safe Place, avec, tu vois, beaucoup de filles qui font du tantra, etc. Donc, qui sont et qui, à un moment, ne faisaient plus du tout de pénétration, etc. Et c'est marrant, il y en avait 2-3 qui disaient putain, je me suis remis à la levrette et c'est vachement bien. Et je me disais, c'est drôle, mais c'est peut-être que, en fait, quand tu le refais avec un autre regard, et ben en fait, ça peut redevenir cool, tu vois. T'as pas l'impression de te l'auto-imposer, tu vois, en pleine conscience. C'est très différent. Alice, je te voyais hocher la tête. Moi, j'ai 2 choses. Ça me fait penser à plein de choses, mais moi, ce que tu parlais de rapport au corps, et en fait, t'es complètement dépossédé de ton corps. Enfin, moi, ce qui a été mon cas, et j'étais sexualisée parce que ça me paraissait totalement normal tôt, c'est que tu te connais objet avant sujet. En fait, tu te connais regardée, vue de l'extérieur, comprise. Moi, j'étais sexualisée avant d'être sexuelle. J'ai compris que je renvoyais un truc cul. Je savais pas ce que c'était. Et par ailleurs, les codes de l'époque étaient absolument dégueulasses parce que je mettais du gloss, comprenant que c'était un peu coquin. Je comprenais pas que la référence était bouche à pipe. On est en quelle année là? 2000. Okay, et c'était que des référents porno. En plus. Je m'étais couvert de codes crypto-porn que j'avais pas du tout capté, que je ne comprenais pas, renvoyer à tout un imaginaire, toute une banque de références et de fantasmes, et je me suis écrit sans me rendre compte, un peu naïvement, dans des trucs qui en fait renvoyaient à le string qui sort, le push-up, le piercing à la langue, le piercing au nombril, le gloss, tout ça, c'était des trucs qui en fait venaient du cul. Et effectivement, si par la suite tu peux te dire, le sexe, c'est un espace paradoxal, c'est un peu la petite boîte noire du cerveau. Qu'est-ce que tu peux faire à partir du moment où tu y consens? Moi, je pense que si tu arrives à poser ton consentement, à dire « je suis pour », je consens à ne pas consentir, je consens à être objectifié, là c'est fine. Le problème, c'est effectivement, c'est la zone grise où rien n'est dit, on attend que tu sois toujours d'accord. Mais si tu dis il y a un début et une fin et pendant 2 heures je vais être un objet et après c'est fini, je pense que c'est ok. Moi je pense que pour ça il faut vraiment, et c'est un peu bateau de dire ça, mais coucher avec des gens avec qui on est safe. Moi je me dis, si tu fais ça avec des mecs misogynes, je veux plus coucher aujourd'hui avec des hommes où je me dis à n'importe quel moment je peux leur dire stop. Et potentiellement je serai pas, je vais pas être écoutée à ce moment-là. Et en fait, à partir du moment où j'ai quelqu'un en face qui est aussi intelligent et qui sait écouter le non et toutes les formes du non, je me dis ok, là on peut faire n'importe quoi et ça peut être drôle et on peut reprendre des codes méga porno et super débiles. Super respect de l'individu et de la complicité. Encore, ça ramène aussi à la complicité entre ces êtres qui partagent ce moment de plaisir, et tu peux rentrer dans une soumission totale. Si tu le veux, tu peux consentir à tout. Mais il faut qu'on te demande la... Exactement. Complètement consenti. Mais il peut y avoir parfois aussi l'envie de se conformer à tout pour être cool. Donc c'est toujours ne pas se prendre la tête. Bon, en fait, c'est souvent ça. D'ailleurs, sur les applis de rencontre, on a souvent écrit cherche des gens qui se prennent pas la tête, mais en fait, c'est surtout ne pas leur prendre à eux. Alice, je rebondis sur ton livre Je ne suis pas parisienne, qui décortique en fait tous les codes qu'on veut apposer aux femmes françaises qui seraient parisiennes sinon rien. Et donc là, s'en suivent toutes sortes de dictates qui sont parfois très contradictoires, donc de minceur, de blancheur, d'élégance, mais en même temps de sexiness, enfin tout ça. Est-ce qu'à l'instar de la parisienne, est-ce que qui n'existe pas du coup, c'est ce que tu dis, la cool girl, est-ce qu'elle existe? La fille vraiment cool qui se prend pas la tête et qui s'en fout en fait? Bah oui. J'ai envie de dire c'est ta meilleure copine Gwyn, mais product placement, ouais. Non, mais moi, s'il y a Alice, ça fait des placements de produits communauté lesbienne. Mais cool, je sais pas, mais en tout cas, j'espère que si on a nous une visibilité, est-ce que c'est pas une visibilité pour justement prendre le micro et mettre en place des choses safe de façon un peu sexy, de se dire c'est sexy de demander la permission, c'est sexy d'écouter le non. Moi, je pense qu'il y a une génération de féministes qui ont vraiment pris un espace médiatique pour donner peut-être un nouveau visage à des choses qui étaient vues comme rébarbatifs et de se dire, en fait, non, c'est tout à fait cool. Effectivement, tu parlais de pratiques BDSM, de dire le consentement, c'est la base. C'est pas un truc de renfrogner ou de meuf acariâtre. C'est un peu sexy de reprendre le pouvoir et peut-être donner un visage à une forme de puissance ou une forme de reprise de pouvoir. Je vois des visages circonspects. Non, mais je suis d'accord, c'est sexy le consentement de ouf, c'est sexy de même un homme déconstruit, c'est sexy un homme qui va chez le psy, c'est sexy. Oui. Enfin, c'est trop bien, rendons ça sexy, comme ça donne envie et tout le monde est content, quoi. C'est cool. Ouais, qu'ils prennent conscience aussi que c'est pas une sexy, en fait. Un plaisir, prenez conscience, les gars, vraiment. Et les meufs.
Mais parce que c'est ça, parce qu'il y a quand même au niveau des nouvelles structures de relations amoureuses qui désormais sont envisagées, que ce soit le polyamour, qui a toujours existé, mais dont on parle beaucoup plus maintenant, ou le principe de relations libres. Parfois, on a la sensation quand même qu'il y a des personnes, notamment des meufs, qui vont accepter ça parce que c'est cool, elles n'ont pas envie de venir contrecarrer les plans de la personne en face, et parce qu'on va leur dire que c'est comme ça qu'on est quelqu'un qui est conforme à ce que la société trouve cool. Et parfois, moi en tout cas, j'ai l'impression autour de moi qu'il y a des meufs qui se perdent un peu là-dedans et qui se sentent finalement pas bien parce que juste... Je sais pas, tu vas accepter que le mec avec qui tu voulais pas forcément de relation libre, mais tu sais que de toute façon, si t'acceptes pas la relation libre, il va te tromper. Bah, du coup, t'acceptes et c'est cool. Là où il y a l'emprise, en fait. Mais j'y pense parce qu'aux States, ça avait beaucoup été décortiqué l'idée de la cool girl qui est la meuf qui va manger des burgers avec les mecs, mais elle prend pas un gramme, puis elle boit des bières, mais en même temps, elle est hyper chic. Et puis, on peut coucher avec elle, elle demandera jamais, de toute façon, à ce qu'on la respecte trop, ni à ce qu'on soit fidèle. Enfin, il y a tout un truc de, en fait, un espèce d'imaginaire de meuf idéale créé par et pour les mecs qui, en fait, n'existe pas parce que si tu demandes du respect, tu peux pas être aussi cool qu'ils le veulent. Oh non, moi je pense, non, pour moi c'est vraiment c'est une fille hyper soror bien déguisée, tu sais, qui va pousser. Moi je sais que les grands moments vraiment cool, ouais. Mais moi je pense les moments de grand féminisme, c'était j'ai vécu en Angleterre, c'était les Anglaises bourrées qui s'occupent de leurs copines et qui pètent la gueule de mecs, et les videurs doivent les repousser parce qu'elles tapent les videurs, et en fait elles sont juste en train de défendre leurs potes. Ou les discussions dans les toilettes aussi, des bars et les toilettes, vraiment des petits gestes de bienveillance, mais un peu tellement drôle qu'ils en deviennent presque punk, en fait. C'est de dire tu touches ma pote, je te casse la gueule. Là, il y a des trucs qui deviennent drôles et ça devient à la fois féministe et des vrais souvenirs cool, en fait. Mais là, pour le coup, c'est de la cool girl créée par les meufs et pour les meufs, entre meufs. Parce que après, ce que les hommes viennent projeter sur ce que doit être une meuf cool, pour le coup... c'est vraiment la meuf qui va pas qui va pas râler si tu fais une blague misogyne devant elle, quoi, tu vois. Casse pas l'ambiance. Ouais, j'ai l'impression quand même avec en tout cas dans peut-être des milieux assez déconstruits, etc., entre gros guillemets, je trouve qu'il y a quand même une sorte de définition. Maintenant, moi j'entends beaucoup, tu vois, des mecs qui disent moi j'aime bien les meufs grandes gueules avec du caractère, etc. Mais est-ce que c'est vrai à l'épreuve des faits? Je pense d'une certaine manière. Après, ils ont toujours grandi dans une société misogyne comme nous d'ailleurs, et du coup il y a des choses où parfois sur certains détails ça fonctionne pas, mais j'entends aussi ça, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouvelle cool girl qui est justement celle qui est un peu féministe quand même, et qu'il est vraiment, tu vois, je sais pas, j'entends beaucoup, enfin de plus en plus, tu vois, cette caractéristique là, et c'est pas la fille la grande gueule mais relou hystérique, c'est la fille qui sait s'affirmer, etc. Et je sens qu'il y a une sorte de nouveau gaze qui est en train de naître, donc peut-être je vis vraiment dans un vase clos, ce qui est complètement possible, mais je vois ça apparaître et je trouve ça assez intéressant. Tu vois. Après, c'est vrai que j'ai entendu il y a pas longtemps, tu vois, cette fille, c'est vraiment genre le truc parfait entre la wifi et la pute. Et en fait, je pense que les hommes cherchent ce truc-là où ça va être une fille qui, du coup, va être vraiment, comme tu dis, que tu peux présenter à tes parents, et en même temps, t'as quand même envie de coucher avec elle le soir, tu vois. Et donc il y a toujours ce truc-là, mais je pense qu'il y a un nouveau gaze qui est en train d'arriver, qui est assez intéressant et qui est un peu plus équilibré entre un male gaze et un woman gaze aussi, qui est en train on voit de montrer, par exemple avec la série d'Iris Bray, on voit vraiment ce que c'est justement le regard féminin, quoi. Et donc comment on arrive à affirmer sa liberté dans un monde qui est encore sexiste, sans avoir l'impression d'être toujours dans l'affrontement et la différence et les balles dans le pied et le ralentissement de toute vie sociale, voire professionnelle? C'est une grosse gestion de la colère, j'ai l'impression aussi. C'est comment tu arrives à garder la colère, la rendre productive dans une société qui la stigmatise. Et pourtant, elle est tout à fait légitime, hein, et pouvoir l'amener. On parlait de pédagogie tout à l'heure. C'est vrai que nous, les femmes, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'être super pédagogue, et on est encore traité de radicales, d'hystériques, etc. Alors que quand j'entends parler toutes les féministes, toutes les prises de parole, tout est documenté, chiffré, travaillé. On a une parole calme, posée. C'est quand même rare que les femmes s'emballent comme ça. Enfin, et pourtant, on a quand même encore cette espèce de cliché qui rôde. Donc, voilà, c'est...
Mais on prend ce virage, on est obligé de faire avec, mais c'est quand même un rôle difficile, quoi. Ouais, c'est compliqué. Après, je trouve que c'était beau ce que tu disais aussi au début, c'est que j'ai l'impression que maintenant on est assez de féministes en tout cas, et j'ai l'impression que du coup moi il y a des moments où je vais être en colère, etc., et quand je serai fatiguée, et je trouve ça vachement beau cette idée de relais féministe en fait. Et là je me dis le moment où je serai fatiguée, je sais qu'il y aura l'une d'entre vous qui va prendre le relais, et ça je trouve que c'est vachement beau et c'est super rassurant aussi. Donc je pense que c'est ça peut-être la sororité, c'est de se dire ok, aujourd'hui on peut prendre le relais en fait les unes des autres sur la colère et continuer le combat. Il y a un vrai backup. Moi, je dirais aussi la bienveillance. Quand on parlait tout à l'heure, je me disais la bienveillance envers les femmes, envers nous-mêmes, envers notre corps, dans le sexe. Et je trouve ça joli aussi de se dire, pour pas être épuisé en colère tout le temps, de se dire que la bienveillance et l'amour peut peut-être gagner, tu vois. Et accepter aussi peut-être de sortir d'une vision manichéenne, en fait. Ouais, c'est ça. Être plus gentil, même envers soi-même et envers les autres femmes, et même par rapport au combat, etc. Être plus bienveillant avec soi-même. Mais c'est vrai qu'on fait pas assez d'apologie de la gentillesse. Mais oui, moi j'adore ça. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Parce qu'on entend beaucoup bienveillance, mais parfois on sait même plus trop ce que ça recouvre et tout. Alors que gentillesse, c'est très clair. Ouais. Et c'est très important aussi. Alice, je me tourne vers toi. J'avoue, je me suis tournée un peu brusquement. Vous n'avez pas forcément l'image à l'antenne. Comment on répond à tous ces dilemmes ? Moi, je pense qu'il faut faire la stratégie de la méchante de Disney et te dire, de toute façon, Angelina Jolie, c'est maléfique, donc tout est résolu. Et complètement se dire, ouais, peut-être que je suis un peu rance, peut-être que je suis jalouse, peut-être que je suis pas que gentille, peut-être que je suis un peu acariâtre, peut-être que je suis has-been. Et tous ces trucs-là, de se dire, moi, je les prends à bras-le-corps, en fait. C'est quoi le pire du truc ? C'est vraiment, vieille fille seule, vieille meuf, vieille fille à chat. Et je me dis, c'est pas la fin du monde, parce que tu peux être Angelina Jolie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est pas la fin du monde. Disons que tu sors d'un idéal qui est que hétéropatriarcal, et en fait, il y a une boîte à outils géniale qui peut se reconstruire, et on peut toutes devenir Lilith, Google-ha. Mais je pense que l'outillage de la sorcière nous apprend effectivement plein de choses sur révéler... des situations qui seraient des échecs ou des mécontentements ou des frustrations, et en faire un truc génial. T'as vraiment la bad witch et la good witch. Ah ouais, je pense que sur ça, on peut conseiller le super livre de Marie Coq qui s'appelle Vieille fille, et qui parle vraiment de ça, et c'est vrai que moi je me dis, mais en fait c'est peut-être une fin heureuse, ça aussi, tu vois. La vieille fille. Et puis, toutes les réflexions actuellement, on voit le livre d'Alice Rebaud sur l'amitié, le fait de pouvoir, en fait, que ce n'est pas une vie moins désirable que de terminer avec ses amis. Complètement. Plutôt que malheureuse en couple, peut mourir entouré de 1000 sextoys. Puis on peut penser aussi à ces statistiques, parce que là on parle de vieillissement, ça fait évidemment penser aussi à la maladie en fin de vie, etc. Il y a eu des statistiques sorties par Baptiste Beaulieu, je crois, sur le pourcentage d'hommes qui quittent leur femme à la suite de l'annonce d'un cancer versus le fait que les femmes ne quittent pas leur conjoint concrètement, alors que les hommes ont tendance à se dire peut-être le moment de partir. Donc effectivement, vieillir avec ses amis peut sembler... Et puis si on finit toute seule, on pourra justement... peut-être acheter une maison tout ensemble et finir... avoir plein de chats. Voilà. Elle a résolu le problème de la crise de l'immobilier à Paris. Anne Hidalgo la remercie. Je vais vous laisser dire un petit mot de la fin chacune, éventuellement dire où est-ce qu'on peut vous suivre et vos projets à venir, si vous avez envie d'en parler. Andrea, on commence par toi. Andrea Bescon. Alors écoute, suis les posts noirs sur Instagram. Tous les matins, je poste ça. Je pars d'un travail journalistique, je fais une synthèse et ça montre l'aspect vraiment systémique des violences en France. Je reste sur la France, si c'était le monde, j'aurais plus de vie. Suis ça permet quand même de se dire merde, tous les jours, c'est pas des faits divers, tu vois. Et puis va voir Nudes sur Prime, parce que franchement, c'est une belle série de 3 réalisatrices, donc il y a moi, mais il y a Sylvie Vered et Lucie Borlotto. C'est vraiment une série qui est dans le point de vue des jeunes, où on ne juge pas les jeunes, au contraire, on se met en immersion avec eux, avec elles et eux. Et voilà, non, sinon, écoute, t'entendras, j'espère, parler de mes films ou mes romans. En tout cas, j'essaie de créer au quotidien, et je m'accroche à ça. Je trouve que c'est un bel endroit où justement tu te déposes pour la société, mais pour toi aussi. C'est cool. Merci beaucoup d'être venue, Andrea. Alice et moi à mes côtés.
Alors, moi, je suis en tournée en ce moment et je fais notamment un concert à la Cigale le 8 mars. Ok, voilà. Donc, le soir de la journée pour les droits des femmes, on le rappelle, ce n'est pas la journée de la femme, donc les fleuristes peuvent aller... Voilà. Ouais. Alice, où est-ce qu'on peut te suivre au quotidien Sur tous les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur toutes les plateformes de streaming pour écouter mes chansons. Mais merci beaucoup, Alice. Merci. L'autre Alice du plateau, Alice Pfeiffer, où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je sais même pas ce que j'ai envie de dire. Je suis sur un projet qui va paraître plus tard cette année. Et qui sera tout à fait olé olé, je le souhaite. Je suis en psychanalyse et je continue à écrire et je me pose effectivement énormément de questions sur comment raconter différemment ses identités et ses origines. Ça reste très flou. Mais merci beaucoup d'être venu parler dans le flou aussi plus de 2 heures maintenant ce soir. Merci beaucoup. Thaïs Clapi, je me tourne vers toi. Tu es la dernière à faire ce petit mot de la fin. Vous pouvez déjà nous suivre sur We Are Safe Place, donc sur Instagram, TikTok et Tutti Quanti. Donc on va poster d'ailleurs demain, on a 2 grosses actus. On vient de sortir du coup ce documentaire autour des masculinités qui s'appelle Et maintenant on fait quoi. Donc on a une projection d'ailleurs prévue le 16 février. On va poster les infos demain, donc si vous voulez venir, tout l'argent sera reversé à l'asso pour financer nos autres activités aussi. Et aussi très important, le lendemain, le 17 février, on organise un événement à la Montgolfière dans le 10e arrondissement à Paris pour la sortie du bouquin de mon associée Lisa Dayan qui sort un livre qui s'appelle Couper la douleur sur les douleurs pelviennes, le vaginisme, la vulvodynie, tous ces problèmes-là que malheureusement qui touchent beaucoup trop de femmes encore et qui est super tabou. Donc voilà, ça va être un super beau livre. Je l'ai vu en réel aujourd'hui, je suis super fière d'elle et du coup on va parler de sexualité, de douleur et on va voir comment on peut guérir en fait de tout ça. Donc voilà, on se retrouve le 17 février aussi. Eh bien merci beaucoup d'être venue, Thaïs également, et on va Je suis désolée, il faut juste que je rajoute que je rejoue mon spectacle Les Chatouilles là dans la colère, que vraiment venez le voir. Il est au théâtre de l'Atelier à partir du 11 avril et c'est un seul en scène sur la pédocriminalité ou comment, en tout cas, cette colère a été gérée. C'est vraiment un beau spectacle. J'y tiens parce que je le jouais juste 15-20 fois et je le rejouerai plus, je sais, parce qu'il est super physique et faut venir le voir, venez le voir. Donc Andrea, à partir du 11 avril, Les Chatouilles. Alice, le 8 mars, en concert à la Cigale à Paris. Et We Are Safe Place à la Montgolfière pour la sortie du docu et du livre de Lisa Dayan, qu'on embrasse si elle nous écoute. J'imagine qu'elle nous écoute. Elle vient m'envoyer un texto, je pense. Bon, voilà. Les 16 et 17 février. Et Thaïs, on se quitte sur une musique que tu as choisie. Tu m'as dit que ça te donnait de l'énergie. Et c'est Get Your Freak On de Missy Elliott sur Move. C'est tout musique après moi. Salut.